Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce 4e atelier du Réseau national des foncières de redynamisation, sous l'invitation du Hub des territoires. Vous venez de voir une petite vidéo qui présente ce lieu qui, pour nous, est une véritable opportunité pour pouvoir échanger avec vous. 4e atelier du Réseau national des foncières de redynamisation, un réseau qui a été créé il y a moins d'1 an et qui, à chaque fois, nous permet de rassembler largement, puisque vous êtes encore aujourd'hui plus de 300 à être inscrits. Essentiellement des représentants des collectivités locales, des entreprises publiques locales et de l'ensemble de l'écosystème. Donc merci à vous de votre confiance. C'est un plaisir de préparer ces ateliers en sachant que vous êtes là, que vous êtes attentifs et que vous nous sollicitez pour continuer plus encore. Au programme de ce 4e atelier, 2 tables rondes. Une première sur les bonnes échelles d'intervention quand on est une foncière de redynamisation. Et la 2e table ronde qui nous permettra de poursuivre nos échanges sur les montages opérationnels, avec notamment 2 focus particulièrement intéressants. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. On a volontairement réduit à 2 tables rondes pour pouvoir avoir le temps d'échanger avec vous. Donc, posez vos questions. 2 collaborateurs de la Banque des Territoires seront là pour pouvoir faire ce rôle de modérateur et interroger les intervenants à votre place. Donc vraiment, on compte sur vous. Ce réseau national des foncières de redynamisation, c'est ces temps d'échange qui sont essentiels, mais c'est aussi des pages qui sont dédiées sur la plateforme de la Banque des Territoires où vous pouvez retrouver beaucoup de ressources, des ressources que nous partageons avec des fiches de retour d'expérience sur des foncières de redynamisation, sur des témoignages d'élus, de directeurs d'EPL, aussi le guide sur les foncières de redynamisation, des modèles de cahier des charges, enfin bref, toute une série de matériaux que nous avons choisi, élaboré avec la Fédération des élus des entreprises publiques locales avec qui nous faisons ce réseau national, avec qui nous l'animons, avec l'ACET qui vient nous appuyer pour produire un certain nombre de documents. Donc ils sont à votre disposition. Je pense que dans le chat, vous allez retrouver le lien vers ces pages qui vous attendent sur la plateforme de la Banque des Territoires. Et sans plus attendre, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. J'invite Stéphane Menu, qui va animer la première table ronde, à me rejoindre et à vous présenter d'ores et déjà ses intervenants. À tout à l'heure. Merci Isabelle pour cette présentation. Effectivement, la Fédération des entreprises publiques locales m'a demandé de venir animer cette première table ronde. Elle a pour intitulé la bonne échelle d'intervention. Cette première table ronde répondront donc à toutes les questions que vous vous posez sur cette bonne échelle d'intervention des foncières de redynamisation commerciale. Bloc communal, département, région, une strate institutionnelle se distingue-t-elle d'une autre? A-t-elle fait montre d'une meilleure efficience ou est-il encore trop tôt pour décerner des satisfecit à l'heure où certains territoires, comme nous le verrons, ont bien avancé sur le sujet pendant que d'autres en sont encore aux prémices. Je vous présente justement les intervenants de cette première table ronde. Nous irons dans un premier temps avec Jacques Gouffet au Mans, vice-président du Mans Métropole, délégué à la transition énergétique et au plan climat-énergie et président directeur général de Cenovia, SEM d'aménagement historique de la métropole, et qui sera accompagné de son directeur général, Isabelle Caron, j'ai bien dit directeur général. Nous irons plus dans le sud un peu plus tard avec Jérôme Chabert, directeur général de VAR Aménagement Développement, SEM tout aussi historique qui œuvre depuis plusieurs années dans la revitalisation du centre-ville de Toulon, mais aussi à Hyères et Brignoles, et cette liaison se fera à distance, tout comme celle que nous aurons un peu plus tard pour clore ce premier chapitre avec Braise Cité et son directeur général Guillaume Dieuze. Donc nous irons dans l'ouest plus précisément. À chaque fin d'intervention, vous l'avez dit Isabelle, nous irons voir du côté de Frédéric Gibert et Maya Sino, tous les deux de la Banque des Territoires, qui auront eu la passion de sélectionner en quelque sorte un certain nombre de questions. Donc on compte sur vous pour commencer à les formuler en espérant répondre à un maximum de toutes ces questions. Donc je vais appeler Isabelle Caron et Jacques Gouffet et les inviter à rejoindre cette noble tribune du Hub des Territoires pour commencer à répondre à un certain nombre de questions. Comme vous le savez, Mme Caron et M. Gouffet, le temps est très timé. Donc on a un bon petit quart d'heure à passer ensemble. Jacques Gouffet, pour commencer peut-être, président de Cenovia, je le rappelle, est-ce que vous pouvez nous
donner une petite fiche d'identité de Cenovia à travers, je crois, non, vous n'avez pas de slide, vous, de votre côté, et nous dire comment le bébé se porte après quelques mois seulement d'existence. Ouais, il faut appuyer en dessous. Ça marche comme ça, oui. Impeccable. Cenovia est un vieux bébé. Cenovia est un bébé qui a une soixantaine d'années. C'est la SEM historique de la métropole, avec des activités d'aménagement, des activités de stationnement, comme beaucoup de SEM des services, et un peu également la transition énergétique. Le principe... C'est la foncière qui est un bébé. Et la foncière, c'est notre dernier bébé. Pas le dernier, d'ailleurs, c'est le dernier bébé historique. Je pense à d'autres bébés, plus tard. Des SEM Énergie, par exemple. Voilà. Ce bébé, on a décidé le principe il y a 2 ans, pendant le confinement. Pendant le confinement, les radios parlaient beaucoup du monde d'après et des craintes sur les commerces de centre-ville, notamment. Je suis rentré en contact avec le maire du Mans, Stéphane Le Foll, président de la Mans Métropole, en lui disant il me semble que pour sortir par le haut, en tout cas essayer de sortir par le haut de cette période difficile pour les commerces de centre-ville, l'outil pertinent, ça serait de créer, l'idée pertinente, ça serait de créer une SEM de redynamisation urbaine, commerciale, mais aussi SEM d'activité. C'est quelque chose auquel nous pensions depuis pas mal de temps. On voulait travailler dans la sobriété foncière. Moi, j'ai en tête que tous les 10 ans, il y a l'équivalent, tous les 8 ans même, je crois, il y a l'équivalent d'un département français qui est artificialisé. Il faut arrêter le grignotage. On a besoin de terres agricoles, on a besoin de terres naturelles. C'est à contre-emploi. Notre métier, c'est d'être aménageur. Mais il faut aménager autrement, reconstruire la ville sur elle-même. Eh bien, commençons par travailler sur les friches d'activité, friches commerciales. Pour ça, on peut toujours en parler, mais il faut des outils. Et puis après, quand on a l'outil, il faut s'en servir. On a donc décidé de créer l'outil. Alors, donc, le thème de cette première table ronde, c'est effectivement l'échelon territorial. Le vôtre, c'est l'échelon métropolitain. Est-ce que ça coule de source dans votre esprit? Est-ce qu'il y avait d'autres solutions sous la main à envisager? Ou est-ce que c'était le seul moyen de créer au plus vite une foncière? Vous avez utilisé le mot juste, vite. Vite. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on ait l'aval. Faut éviter de perdre du temps. Voilà. Ce bébé, on l'a porté 9 mois, 10 mois, 12 mois à peu près. En tout cas, il est créé maintenant. On aurait pu effectivement imaginer de travailler avec le département, avec la région, qui lui-même réfléchissait, le département, à travailler avec les autres départements. Et là, clairement, on avait un problème de gouvernance et de temporalité. On a donc décidé de faire vite. Est-ce que c'est le périmètre le plus pertinent? Je ne sais pas. Nos successeurs diront ça dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, quand ils auront suffisamment travaillé et accumulé des expériences. Très bien, merci pour ces premières réponses, Monsieur Gouffet. Isabelle Caron, de votre côté, est-ce que vous avez déjà ciblé un certain nombre de projets, bien entendu, et est-ce que cette liste est amenée finalement à se renouveler en permanence? Bonjour à tous. Oui, effectivement, on a ciblé une quarantaine d'actifs immobiliers. C'est un travail qu'on a réalisé avec les élus en fonction de leurs souhaits, leur stratégie. Donc on a ciblé, je dirais, trois secteurs très typiques. Le premier, c'est cœur de ville. C'est donc sur deux rues qui sont en déshérence, avec des commerces qui sont à l'abandon pour certains depuis plus de 15 ans. Et puis le secteur gare, qui est quand même la porte d'entrée d'une métropole. C'est un lieu qui est très important. Et puis, on y reviendra tout à l'heure, effectivement, un secteur en renouvellement urbain, sur lequel on va avoir une action aussi au travers de la foncière. Donc une quarantaine d'actifs sourcés à la fois avec les élus et les services aussi, hein, les gens qui sont aussi du Mans et qui connaissent bien leur ville. Et donc le but était de vraiment cibler les rues qui étaient le plus en déshérence. Donc on verra tout à l'heure, effectivement, il n'y a pas que le centre-ville, hein, mais donc on progresse dans cet échange. Jacques Gouffet, est-ce que, en tant que journaliste, moi, j'ai eu à écrire
pas mal d'articles sur les fameux égoïsmes locaux, vous savez, les guerres de trônes territoriaux, etc. Est-ce que la suppression de la taxe foncière a eu un effet sur la diminution de l'intensité, en quelque sorte, de ces oppositions, de ces égoïsmes territoriaux, ce qui peut entraîner effectivement des projets, entre même parfois des communes aux ambitions et aux politiques différentes? Alors, la taxe foncière, Dieu merci, existe encore. C'est la taxe professionnelle qui a été supprimée. La taxe professionnelle, La taxe pardon. professionnelle qui a été supprimée. Alors, il y a toujours du bien dans chaque chose. Moi, je pense que c'est une mauvaise affaire d'avoir supprimé la taxe professionnelle. Par contre, ça évite effectivement les guerres de clochers, chacun voulant avoir la grosse entreprise, la grosse zone commerciale, parce que c'est une source de ressources fiscales. C'est heureusement, fort heureusement terminé, parce que je rappelle que cette foncière a deux objets, l'objet commercial, l'objet activité, et que des friches existent dans les deux secteurs, commerce et activité. Donc, effet indirect, oui, le fait que la taxe professionnelle soit supprimée supprime également une partie des égoïsmes locaux. Vous interviendrez aussi, Isabelle Caron, sur des territoires QPV, vous l'avez dit tout à l'heure, et en périphérie, pour amorcer entre autres des projets de réindustrialisation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les projets en question? Alors c'est vrai que le mode concessif, qui est un contrat, qui est donné à un aménageur d'intervenir en milieu urbain, nous avons eu la chance donc de décrocher un très très gros contrat en concession pour aménager donc un quartier en renouvellement urbain, donc qui est à proximité du centre-ville, et avec pour stratégie de refaire un pôle commercial, alors qui existe encore, mais qui aussi est en déshérence. On est sur un quartier compliqué, difficile. Et cette foncière qu'on a créée donc en décembre va venir en appui de l'aménageur. C'est-à-dire qu'on fait du cousinage. Mais il est vrai que à la fois avec la casquette d'aménageur, on va reconstruire ce tissu urbain. Acquérir donc, parce que c'est le plus compliqué pour les foncières, et je pense que mes confrères en parleront, acquérir des actifs immobiliers dans le cadre de cette concession, et ensuite réaménager les actifs immobiliers pour les revendre. Et ça, ce sera le rôle donc de la foncière. Donc il va y avoir un vrai parallèle, une vraie mutualisation à la fois au sein de l'équipe Cenovia. Et puis, ça va nous permettre aussi de réaliser très très vite du portage d'actifs, de la réhabilitation et de la remise sur le marché. Et sur un secteur en difficulté, c'est une très très bonne solution. Est-ce que vous avez eu la possibilité de regarder un petit peu ailleurs ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des exemples qui vous parlent pour, comment dirais-je, faciliter ces premiers pas? Je vais faire un petit peu de pub au Hub des territoires. On a effectivement eu un retour d'expérience au travers de ce réseau qui était fort riche. Et pas très très loin de chez nous, effectivement, on a des confrères qui se sont lancés. Alors nous, on fait partie des dernières foncières. Donc on va profiter de l'expérience et du retour d'expérience de nos petits camarades pour grandir et puis mettre en musique ce nouveau bébé, comme on disait. Alors, il y a un manager de centre-ville qui a été recruté par vous ou par la ville, par la métro? Par la ville. En fait, ce qui est positif, c'est que le mouvement la création de cette foncière, elle a enclenché en fait une dynamique. Il y a un manager de centre-ville qui a effectivement été recruté, qui a pris ses fonctions en septembre dernier, donc voilà, qui connaît bien maintenant le centre-ville. Mais il y a également un office de commerce et d'artisanat. Donc, avec la Chambre des métiers, la CCI et puis le Mans Métropole, donc une gouvernance tripartite. Et ce sont vraiment deux pieds, deux dynamiques sur lesquelles on va s'appuyer, justement pour faire du sourcing, être en appui sur le terrain, répondre à la stratégie des élus.
Je rappelle aux internautes, bien entendu, qui sont invités à nous poser un certain nombre de questions. Juste une dernière interpellation, Jacques Gouffet, comment vous avez parlé d'avenir de cette foncière tout à l'heure. Vous avez quelques certitudes, malgré tout, sur l'évolution de cette foncière, de ce projet, ou est-ce que vous apprenez en marchant, en quelque sorte? Comment vous sentez les choses? Écoutez, la société, on l'a créée en début d'année 2022, donc on va être très modeste. On a maintenant l'outil. Il faut qu'on travaille avec cet outil et avec tous les intervenants sur le secteur commercial. Commerçants, villes, élus, chambres de commerce. Et puis, dans un an, on vous en dira un peu plus. Pour le bloc communal, donc, Isabelle Caron, on ne peut pas dire encore que la bonne échelle d'intervention, elle soit déterminée, quoi. Enfin, c'est une bonne question de l'avoir posée, en quelque sorte, mais vous diriez que la bonne échelle d'intervention, elle se situe où? Je rebondirai sur l'introduction de Jacques. Je pense qu'il fallait faire vite et répondre à un besoin, effectivement, de déshérence de certaines rues au centre-ville du Mans. Le Mans est, je dirais, la ville-centre en Sarthe. Donc la première expérience, il fallait bien qu'on la lance. Et puis si elle fait des émules et que effectivement on porte notre regard sur d'autres actions de commerce en secteur plus rural, je pense qu'au bout d'un an, effectivement, l'outil sera un peu plus mûr et on sera en capacité de répondre à d'autres besoins en dehors de la métropole. Isabelle Caron, Jacques Gouffet, on va voir effectivement du côté des internautes s'ils ont un certain nombre de questions à nous poser. Frédéric Gibert et Maya Sino ont fait un premier tri. Oui, bonjour. Alors, première question, quelle taille, quelle articulation entre la foncière et Cenovia? Alors, c'est une SAS. Si on parle du statut juridique, nous avons donc monté une filiale SAS. On en a à peu près 7 maintenant chez Cenovia. Et nous mutualisons les forces vives et les cerveaux de nos collaborateurs, justement, pour la mise en compétence de cette foncière. D'accord, merci beaucoup. Deuxième question, quelle taille représente Cenovia et la foncière? Cenovia, c'est 5 millions de chiffre d'affaires, c'est un peu plus de 45 collaborateurs maintenant. Et cette foncière, pour l'instant, on est un peu à 3. Jacques pour la partie politique, moi et mes collaborateurs pour mettre du charbon dans la machine. Autre question, décidément là ça n'arrête pas. Quels outils d'ingénierie financière dédiés pour acquérir, porter et aménager? Porter, comme dans toutes les SAS, un apport en capital avec des partenaires. Donc cette foncière est constituée de 3 partenaires. La Caisse des dépôts, on s'en serait douté, le Crédit Mutuel qui est venu nous rejoindre. Je ne vous cacherai pas que le Crédit Agricole gratte aussi à notre porte pour rentrer au capital. C'est un comment dirais-je, un projet qui a été basé sur 10 millions d'actifs. 7 millions effectivement de recherche d'emprunt quand il faudra acquérir les actifs et 3 millions donc en apport en capital. Autre question, est-ce que vous avez internalisé ou externalisé les missions de gestion locative et technique? Sur la technique, on est en train de nouer des partenariats avec des partenaires privés. Dont c'est aussi la compétence d'aller faire du diagnostic, de faire du devis. La compétence gestion de travaux, location et revente ou gestion locative traditionnelle, on va l'internaliser. Ok, je pense qu'on n'a plus le temps pour d'autres questions. Ben oui, mais on pourra les garder éventuellement et puis je suis sûr que j'aurai l'occasion éventuellement d'y répondre. Enfin voilà, pourquoi pas envisager, je veux dire, des réponses après coup. Merci beaucoup pour cette première intervention et je crois que vous restez avec moi. Je regarde bien sûr la régie technique un peu au loin là-bas. Et donc voilà, vous restez à mes côtés parce que sans doute que les interventions des autres intervenants vont vous intéresser, ça je n'en doute pas, et qu'il y aura peut-être des moments où vous aurez la possibilité d'interagir. Et on va effectivement retrouver Jérôme Chabert à distance du côté de Toulon. C'est ça, hein, monsieur Chabert, si je ne m'abuse.
le Oui, siège bonjour à de tous. VAD. Absolument. Donc de Vous m'entendez bien? VAR Aménagement Développement, dont vous êtes le directeur, qui est une véritable référence. Hein, c'est pas, je ne vais pas vous faire rougir, mais c'est une évidence en la matière. Je vous laisse d'abord, à travers quelques slides, peut-être nous présenter justement l'activité de votre SEM d'aménagement. Oui, bonjour à tous. Je suppose que vous m'entendez bien. Parfaitement. Oui, bon, rapidement, effectivement, par aménagement, on existe depuis 38 ans. Nous avons 13 actionnaires. Le slide suivant. 13 actionnaires, donc essentiellement donc la métropole, le département du Var, la Caisse des dépôts et consignations, pas mal de communes varoises, la CCIV. Nous sommes 48 salariés, nous faisons 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce qui est important, c'est que historiquement, les métiers traditionnels de cette SEM, c'était les métiers autour de l'assistance auprès de la maîtrise d'ouvrage. Et nous avons diversifié, fait évoluer ces métiers. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, je pense qu'une SEM peut être efficace pour avoir l'ambition de redynamiser un centre-ville si elle est souple et si elle est diversifiée dans ses actions. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, au-delà du métier traditionnel de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, on fait de plus en plus de concessions d'aménagement, des concessions en zone d'activité, en zone de logement. On fait de plus en plus de montage d'opérations publiques-privées. Et c'est vrai que c'est indispensable si on veut prétendre discuter avec des investisseurs privés. Donc, sur le slide suivant, je rejoins tout à fait, et ça fait plaisir d'échanger Cenovia, quand j'entends qu'effectivement l'outil, bon, le slide suivant s'il vous plaît, ça c'était la présentation de VAD, bon voilà. Quand j'entends que l'outil concessif est parfaitement en adéquation avec les redynamisations des centres-villes et les sociétés patrimoniales, parce que c'est vrai qu'avant de faire une société patrimoniale, il faut bien acquérir du foncier, il faut bien travailler sur un master plan dans un centre-ville. Et aujourd'hui, on est titulaire de 3 concessions publiques d'aménagement, Toulon, Hyères et Brignoles. Donc depuis, sur Toulon, Hyères, une vingtaine d'années. Sur Brignoles, c'est plus récent, ça fait à peu près 5 ans. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que d'ores et déjà, pour amener des éléments de réponse sur l'échelle d'intervention ou la taille critique, on peut voir que Toulon, c'est une métropole avec 200 000 habitants. Hier, on est sur une grande ville donc avec 50 000 habitants et Brignoles, un gros village. Donc, dans les 3 cas, que ce soit sur le gros village, que ce soit sur la ville ou que ce soit sur la métropole, la concession est un outil qui fonctionne et ça ne vous empêche pas derrière de faire de la redynamisation. Après, pour une échelle plus grande, aujourd'hui, c'est vrai que les compétences elles sont chez les métropoles, chez les coms d'agglo, donc et aménagement. Donc, pour les autres échelons départementaux, régionaux, c'est plus des partenaires financiers. Donc, sur le slide suivant, là aussi, rapidement, puisqu'on va aller directement aux questions, ce slide est un peu long, mais simplement, j'aimerais qu'on retienne tous. Bon, nous, actuellement, on a 6 sociétés patrimoniales, vous les avez en bas, on a 3 concessions, mais ce que je voudrais dire, c'est que l'outil, donc société patrimoniale, ce n'est pas l'outil magique qui permet de redynamiser un centre-ville. Pour moi, c'est la finalité. Ce n'est pas le alpha et le oméga, ce n'est pas la baguette magique, c'est la finalité, c'est-à-dire qu'en amont, il y a des prérequis. Les prérequis VAD, j'ai presque un peu honte de parler, parce qu'en plus, on n'est pas des grands communicants. Je préfère que ce soit les élus, parce que c'est vraiment la forte volonté politique qui est le prérequis indispensable, parce que de redynamiser. On vous a perdu, monsieur Chabert. Vous m'entendez toujours? Oui, c'est bon, voilà, c'est parfait. On a eu peur. Mais... ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des prérequis qui me paraissent indispensables et que la société patrimoniale, ce n'est pas un outil, ce n'est pas avec un coup de baguette magique qu'on peut redynamiser un centre-ville, mais c'est plutôt une finalité en soi. Et avant, effectivement, il faut, à travers une concession d'aménagement, pouvoir avoir un fort portage politique, maîtriser le foncier, travailler sur la qualité des équipements publics, travailler sur la qualité des logements, favoriser des projets privés, redynamiser le commerce comme vous le faites donc sur le Mans. Et ensuite, effectivement, l'outil patrimonial est un des outils complémentaires qui permet de faire donc privé-public
un mix qui permet de finaliser la redynamisation d'un centre-ville sur du long terme. Voilà. Un dernier slide, c'est ça, Monsieur Chabert? Les slides après, le Voilà. dernier, c'est rapide, c'est simplement pour vous dire que effectivement, dans ces prérequis nécessaires à la redynamisation, il faut bien évidemment, comme vous l'avez fait sur Le Mans, mettre en place des équipes commerce, donc de manière classique, des managers, des directeurs commerce qui permet de travailler, sur le parcours commercial, sur l'accompagnement des commerçants, notamment sur les outils numériques qu'ils ne maîtrisent pas toujours. Et donc, ça fait partie des outils indispensables, effectivement, d'avoir une équipe commerce, en plus des foncières et en plus de tout ce qu'il faut faire en amont. Merci pour cet exposé. On poursuit avec quelques petites questions, et notamment sur la question de la pertinence de l'échelon institutionnel. On en discutait tout à l'heure. Vous avez un avis tranché. À votre avis, seul le volontarisme prime, peu importe finalement d'où il surgit en quelque sorte? Est-ce que je résume ça de façon un peu rapide, mais Alors, de manière générale, j'aime pas les avis tranchés. Je suis plutôt à l'écoute de... Mais effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, on n'est qu'un outil à disposition des élus. À partir du moment où il y a une forte volonté politique de porter, parce que financièrement, c'est des partenariats avec l'État, c'est des partenariats avec la région, avec les départements, souvent c'est accompagné d'opérations publiques d'aménagement de l'habitat. Donc vous imaginez bien que nous, seuls VAD, on ne fait que aider à la mise en place de tous ces outils. Donc le portage politique est foncièrement indispensable, d'autant plus que les transferts des compétences au niveau des métropoles et des agglos font que l'aménagement est de la compétence non plus chez les communes. Et puis il y a aussi effectivement, par définition, si vous voulez redynamiser un centre-ville, vous êtes déficitaire. C'est-à-dire qu'un outil concessif est un outil déficitaire. C'est-à-dire que dans un bilan de concession, vous avez des recettes et vous avez des dépenses. Vous avez plus de dépenses que ce que vous avez de recettes. Donc, à la différence des concessions en zone d'activité ou en zone de logement, où vous transférez le risque à un privé et finalement, le concédant ou le maître d'ouvrage ne fait qu'accompagner. Là, non, c'est un travail partenarial. Donc, forcément, ça passe par les élus et un partenariat proche avec eux. Est-ce que le fait que finalement, sur le paysage politique, on va dire, il y ait plutôt unité que le contraire, c'est plutôt un avantage pour avancer rapidement. Parce que s'il faut prendre du temps à équilibrer, à harmoniser les visions communes entre des institutions qui ne marchent pas du même pas politique, on va dire, ça prend du temps. Vous, après 30 ans, c'est ça à peu près, hein, Monsieur Chabert à la tête de VAD, vous avez connu ces petits moments de stop and go politique? C'est pas 30 ans, VAD, c'est 21 ans. Merci Stéphane. Donc, écoutez, on est entre deux tours et on sait à quel point au niveau national, pour arriver à avoir des politiques qui arrivent à s'inscrire dans la durée, il faut qu'il y ait une homogénéité. Donc, imaginez au niveau local, c'est la même chose. Donc, effectivement, c'est beaucoup plus facile. Et c'est vrai qu'en tant qu'aménageur sur Toulon, j'ai la chance d'avoir un maire qui est président de métropole et qui est là depuis 2001, donc ça fait 4 mandats. Effectivement, le temps de la redynamisation d'un centre-ville n'est pas le temps d'un mandat politique. Donc vous avez raison, c'est beaucoup plus facile s'il y a une continuité. Mais il m'est arrivé sur hier notamment, puisqu'on est arrivé donc en 2006, d'avoir un changement au niveau de la municipalité. L'avantage, c'est que c'est un contrat de droit privé, une concession d'aménagement, que les sociétés patrimoniales, c'est des sociétés privées. Donc, c'est des outils qui sont ancrés et qui restent. Et en général, les élus ont l'intelligence de vouloir continuer avec les outils qui sont en place. Donc, au début, je vous avoue que pendant 6 mois, on est un peu mis au piquet. Mais après, rapidement, la réalité de terrain et la compréhension du projet font que ces outils sont récupérés par le politique. Mais quoi qu'il en soit, ce que je peux vous confirmer sur les 3 opérations que j'ai, c'est que changer un centre-ville, c'est 25 ans. Et celui de Toulon, entre autres, je ne sais pas si nous...
auditeurs, enfin, ou nos téléspectateurs, ou nos internautes plutôt, connaissent, et particulièrement parlant, pour bien connaître effectivement ce centre-ville qui a été complètement revitalisé. Est-ce que justement l'acquis, en quelque sorte, l'expérience, la fiche d'identité d'une SEM comme la vôtre, c'est aussi un atout pour aller rapidement à l'essentiel, quoi, à savoir vos savoir-faire techniques? Écoutez, c'est gênant votre question. Ce qui est sûr, c'est que il faut être pluridisciplinaire. C'est-à-dire que quand il faut que vous puissiez maîtriser du foncier, il faut avoir des inspecteurs fonciers. Parce que dans une concession d'aménagement, on préempte au nom et pour compte du concédant. Donc effectivement, il faut être en ingénierie foncière, être bien équipé. Après, il y a la technique, comme l'a évoqué Madame tout à l'heure. Nous, on la sous-traite pas. C'est-à-dire que les travaux, et on les porte quand il faut acheter un immeuble, faire une division en volume, dissocier la partie haute du commerce en rez-de-chaussée. On en parlera avec M. Seban tout à l'heure, il y a un peu de technique. Donc effectivement, il y a de l'ingénierie foncière, il y a de la technique, il y a un peu aussi de relations avec les élus locaux. Et c'est vrai qu'il y a la Caisse des dépôts qui nous accompagne. Et la Caisse des dépôts, quand on a fait notre première foncière patrimoniale, qui était la rue des Arts, qu'on va évoquer tout à l'heure, ça a bien marché et ça a permis de donner confiance aux banques, de donner confiance aux investisseurs. Et quand vous voulez faire venir des investisseurs sur une ville, je peux vous dire qu'ils vous observent. Ils vous observent. Et le commerce, ça ne se déclate pas. De faire venir des investisseurs, ça ne se déclate pas. Ils regardent d'abord ce que la puissance publique fait en termes d'aménagement, ce que la SEM réalise, ce que donc la puissance publique maîtrise en termes de foncier. Et quand on est habitué à le faire depuis maintenant 20 ans, même si ça ne rajeunit pas, ben c'est un peu plus facile derrière au niveau des investisseurs qui ont besoin de confiance. Ce qui veut dire que certaines copies municipales qui arrivent sur votre bureau, certains projets, vous les écoutez attentivement, respectueusement, mais parfois vous ne leur donnez pas suite parce qu'il manque ces fameux prérequis que vous avez définis. Alors, plusieurs choses. Déjà, on accompagne souvent la Caisse des dépôts et consignations qui... Oui, vous accompagnez. Ça a suspendu, c'est un peu coupé. Voilà, c'est un peu coupé. Mais continuez, M. Chabert. On accompagne souvent la Caisse des dépôts et consignations, voire des maires, pour partager notre expérience, pour les conseiller. Moi, je trouve que le conseil et le transfert de savoir et de compétences est toujours le bienvenu les uns avec les autres, et je suis très ouvert à ça. Mais effectivement, deux éléments de réponse à votre question. La première réponse, c'est que moi, la société, elle ne m'appartient pas, elle appartient à mes actionnaires, et mes actionnaires, ils n'ont pas vocation, je suis une SEM départementale, à sortir du département. On est allé conseiller des communes que je ne citerai pas dans le 06, on est allé en conseiller dans le 04, on est allé en conseiller dans le 84, à plusieurs reprises. Donc on leur transmet en toute transparence tout notre savoir-faire, on les accompagne pour faire des dossiers, mais derrière, on ne se positionnera pas comme concessionnaire. Après, la deuxième réponse par rapport à votre question, effectivement, ça arrive peu de fois, mais c'est déjà arrivé une ou deux fois, je vais être poli, d'avoir un maire qui me dit « Bon, écoutez, combien il faut vous donner d'honoraires? Vous faites une concession, vous faites une foncière, et je veux que dans 5 ans, tout soit réglé. » Et ça ne marche pas. Il faut s'inscrire dans la durée, il faut s'inscrire dans tous les prérequis que je vous ai cités. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait vraiment une passion chez l'élu, chez le politique, une pugnacité. Parce qu'au début, je peux vous dire que ce qu'on fait n'est pas visible. Et Cenovia, je vous encourage, parce qu'au début, quand on achète du foncier, nous sur Toulon, il y a 8000 donc, logements, on est intervenu sur 6000. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente en termes d'acquisition foncière. Donc, au début, pendant 3-4 ans, moi, le maire, il me disait « Oh, je veux de la poussière, je veux de la poussière ». Donc c'est des fois, quand effectivement des élus pensent qu'on est la solution magique, je leur explique que c'est plus complexe. D'accord. Bravo d'avoir résisté.
Et en tout cas, Isabelle Caron parlait de patience aussi, mais vous échangerez aussi après. Je veux voir si du côté des internautes, avec Maya Sino, ça réagit aussi un petit peu. Ça réagit effectivement. Alors, une première question. Est-ce que VAD intervient également en zone rurale? Oui, alors Brignoles, je ne voudrais pas vexer le maire de Brignoles, mais c'est un gros village, mais effectivement, en zone rurale, ça peut être des actions. J'ai des communes que je ne citerai pas qui, en zone rurale, font en régie le principe de ce que l'on fait à une échelle un peu plus grosse. C'est-à-dire qu'à l'échelle rurale, j'ai des maires qui achètent eux-mêmes du patrimoine, qui développent eux-mêmes des investissements sur du commerce, qui les louent derrière. Donc je pense qu'à une échelle rurale, en dessous de 10 000 habitants, par exemple, c'est quelque chose qui peut être fait en régie si le maire est bien conseillé et bien appuyé, sans forcément passer par l'outil concessif. Maya, une autre question? Oui. Alors, est-ce que le fait de disposer d'une vue panoramique à l'échelle départementale, est-ce que ça vous permet de décourager ou plutôt d'encourager certains projets municipaux? Car finalement, tous les maires souhaitent redynamiser leur centre-ville. Alors effectivement, ça peut être un problème. Et c'est vrai que le fait d'avoir une échelle départementale nous aide. Parce que au sein même d'une métropole, vous pourriez avoir des projets qui sont en compétition, mais en compétition négative. Il pourrait y avoir de la concurrence. Donc c'est vrai que les outils territoriaux aujourd'hui, comme les SCOT, font que l'urbanisation est regardée à une échelle donc plus large, métropolitaine. Et c'est vrai qu'on doit s'inscrire et on doit travailler main dans la main avec les acteurs qui travaillent à une échelle plus grande pour que ce que l'on fasse au niveau des échelles communales ne fasse pas une mauvaise compétition. Il est incohérent de vouloir dynamiser un centre-ville si au sein de cette même métropole, vous avez un nouveau centre commercial en périphérie d'une ville qui se crée. C'est-à-dire que tout le travail que vous faites dans le centre de ville pourrait tomber par une décision de développement de notre projet qui pourrait être concurrent avec une ville voisine. Et c'est vrai que l'échelle des compétences métropolitaines ou des COM d'agglo nous aide en ce sens-là. Une dernière question, Maya, ou pas? Oui, une dernière question sur la question du déficit. Comment est géré ce déficit sur la durée de la concession? Et est-ce qu'il faut comprendre soit qu'il y a un déficit qui est pris en charge structurellement par la collectivité, ou bien plutôt que la structure prend des opérations de périphérie pour accéder à une rentabilité globale? Alors les deux. C'est-à-dire que quand vous avez un contrat concessif, c'est ou au risque du concédant, ou au risque du concessionnaire, ou au risque partagé. Dans les concessions publiques d'aménagement, c'est très souvent au risque partagé, parce qu'on ne peut pas être équilibré à 100%. Donc, vous avez des participations communales qui sont injectées dans le bilan sur la durée de la concession et qui sont données dans le premier CRAC, le compte rendu d'activité de la concession au début. Mais, par exemple, sur un budget comme Toulon, où vous avez à peu près 160 millions d'euros de chiffre d'affaires, les participations communales ne dépassent pas 5 à 8 millions, parce qu'à côté de ça, il y a effectivement l'aménageur qui vend, qui regroupe du foncier, gère des appels à projets et génère de la charge foncière. Nous, sur Toulon, on a développé des hôtels, on a développé des halles gourmandes, on a développé des résidences étudiantes, on a développé du coworking, du co-living, on a développé des bureaux. Et tout ça, c'est des appels à projets que nous lançons au nom et pour compte de notre concédants et qui font rentrer de la charge foncière, c'est-à-dire des recettes au niveau du bilan de la concession. Merci Jérôme Chabert pour toutes ces réponses. On vous retrouve avec Isabelle Bonaujoin tout à l'heure pour la deuxième table ronde de cet après-midi. Cap à l'ouest,
On va retrouver maintenant Guillaume Dieuze, directeur général de SEM-Breizh et président du comité stratégique de Breizh Cité. Bonjour Monsieur Dieuze, vous êtes en direct avec nous. Bonjour à tous et à tous. Voilà. Vous aussi, vous allez vous livrer à ce fameux exercice très rapide et synthétique de quelques slides que vous allez nous présenter pour assurer en quelque sorte la fonction de carte d'identité de Breizh Cité. Je vous Merci, laisse désolé dérouler. de ne pas pouvoir être avec vous. Vous avez une cet bonne après-midi, excuse. Mais j'avais une bonne excuse, effectivement. Breizh Cité, c'est une filiale de SEM-Breizh. Donc, si on peut dérouler le diaporama. Rappeler simplement, avant d'aller sur Breizh Cité, qui est SEM-Breizh. D'abord, son actionnariat, on va passer très vite sur les sociétés d'économie mixte du Conseil régional de Bretagne. Je précise la capitalisation puisque la région Bretagne a fortement augmenté le capital de la SEM pour justement créer l'outil Breizh Cité en 2020. Ça a été une des raisons de l'augmentation de capital. Slide suivante, juste et en une slide pour préciser le positionnement stratégique de SEM-Breizh aujourd'hui. SEM-Breizh, c'est une société donc, qui intervient sur 6 grands segments stratégiques: la transition énergétique et écologique, le développement économique, la maritimité, le tourisme, la centralité des territoires et le patrimoine immobilier régional. Elle le fait pour 3 typologies de clients: la région Bretagne, les territoires et les entreprises du territoire. Et puis, c'est ce qui fait, l'évolution des SEM qu'on connaît aujourd'hui. Il y a 2 formes d'intervention: l'ingénierie et puis la capacité à investir. Et capacité à investir qu'on a dédiée dans des SaaS thématiques. Donc, Breizh Énergie pour développer les énergies renouvelables, Breizh Cité, dont on va parler juste après, Breizh Immo pour le développement économique. Et puis, on est en train de travailler à l'émergence d'un outil de tourisme qui s'appelle Breizh Tourisme. Voilà. Et en 2 mots, en 2 chiffres, SEM-Breizh, c'est environ 7 millions d'euros d'activité aujourd'hui pour 70 collaborateurs. Voilà. La slide suivante, là je passe à Breizh Cité. Donc, Breizh Cité est peut-être une différence par rapport à ce que vous avez présenté jusqu'à maintenant. Breizh Cité se présente comme un opérateur de centre-ville plus qu'une foncière commerciale. On va voir pourquoi juste après. Alors, on peut passer peut-être là-dessus, mais simplement vous dire la genèse de l'outil. L'outil, ça a été finalement la région Bretagne, l'établissement public foncier, l'État et la Banque des Territoires. En 2017, ont lancé un appel à projet qui a un peu fait référence, qui a précédé Action Cœur de Ville en Bretagne, justement pour accompagner des communes dans le cadre de la dynamisation de leur cœur de ville, leur cœur de bourg. Et finalement, ça a donné des subventions qui ont permis à certaines collectivités de lancer des études. Et une fois que ces études ont été réalisées, tout le monde a constaté que ça manquait quand même d'opérateurs pour aller prendre quelques risques dans ces collectivités. Et donc, c'est de là qu'est née, à l'initiative de la région, de l'EPF et de la Banque des Territoires, l'initiative de créer Breizh Cité, qui a été donc constituée fin 2020. Là, vous avez le niveau de capitalisation qui a été fait donc, avec les partenaires que je viens de citer, plus des banques, Caisse d'épargne, Banque Populaire Grand Ouest et Crédit Mutuel Arkea. On a réuni environ 8,5 millions de fonds propres, alors soit en capital, soit en CCA, selon les cas. Et on s'est donné comme objectif, c'est sur la slide suivante, on s'est donné comme objectif d'intervenir sur 2 grands métiers. Et c'est en cela qu'on est plutôt un opérateur de centre-ville, c'est-à-dire qu'on est presque d'abord un promoteur de centre-ville, d'opérations mixtes. Et donc, qui dit opération de centre-ville, dit opération à minima de logement, de commerce. Et ça a été un des éléments, justement, un des critères d'intervention de Breizh Cité. Il faut que la programmation soit mixte. Donc, ça n'est pas que du commerce. Ça ne peut pas être que du commerce. Et puis, en sortie de programme, en sortie de promotion, Breizh Cité peut conserver, donc là pour le coup intervient comme une foncière, peut conserver l'immobilier économique. Alors on a mis immobilier économique pour pas dire commerce, mais c'est quand même l'essentiel des sujets qu'on a à traiter. Diapo suivante, j'insiste assez fortement, mais tout le monde l'a dit jusqu'à présent, sur la notion de partenariat.
Partenariat bien sûr avec les collectivités. On le redira également tout à l'heure, mais quasiment tous les programmes que l'on adresse sont des programmes déficitaires. Donc il faut trouver des moyens et des capacités de se réunir autour des projets et de mobiliser les collectivités autour des projets. Notre ambition, c'est également de faire bras de levier sur de l'investissement privé au maximum de ce qu'il est possible de faire. Parce que vous avez vu, 8,5 millions de fonds propres à l'échelle bretonne, c'est pas beaucoup. Donc, plus on sera capable de faire bras de levier sur du privé, plus on pourra multiplier les niveaux d'intervention. Et puis, effectivement, une grande transparence vis-à-vis des collectivités. Voilà, dans les critères d'intervention, c'est la slide suivante, et j'en finirai là, parce qu'après les diapos suivantes sont peut-être peu utiles. Oui. Donc les critères d'intervention, il faut que le projet soit en Bretagne. On s'adresse à des projets de centre-ville et de centre-bourg qui contribuent à renforcer la centralité, et ça c'est important, ça a déjà été dit dans les interventions précédentes. Il faut que l'opération que l'on va porter, c'est vraiment qu'une brique d'une dynamique globale et d'une mobilisation globale des élus autour de renforcement de leur centralité. Et donc, nous, un des critères qu'on se fixe, c'est que les collectivités nous démontrent bien qu'elles sont en action pour renforcer les centralités. La mixité des fonctions, je le disais tout à l'heure, par nature, on s'adresse forcément à des opérations un peu complexes. Donc, à minima, habitat, activité économique, commerce, mais ça peut être un peu un tiers-lieu, ça peut être un peu de tertiaire, ça peut être assez varié. Partenariat avec la collectivité, j'en ai parlé, partenariat avec les partenaires publics ou privés, et l'idée, c'est bien entendu d'aboutir à un modèle économique qui existe et qui soit compatible avec la localisation du projet. Alors ça veut dire qu'on n'attend pas les mêmes rentabilités selon que l'on se situe en centre-Bretagne ou en périphérie sur la côte par exemple. Voilà, je vous propose d'arrêter là pour la présentation. Ok, merci. Merci Monsieur Dezé, comme ça va nous permettre de... Effectivement, vous avez dit pas mal de choses, vous avez tendu des tas de perches en quelque sorte. Est-ce que SEM Brest Cité, avant de lancer la société, vous avez fait une analyse, bien entendu, enfin je le suppose, du panorama de l'offre régionale, et est-ce que vous vous êtes dit que finalement, pour les petites communes et peut-être les moyennes communes, il y avait des appuis et de l'aide à apporter? Est-ce que ça a été une décision déclic en quelque sorte? Oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est cet appel à projet qui a été mené, qui a désigné un certain nombre de communes sur le territoire, nous a donné finalement à l'ensemble des acteurs, qui étaient la région, l'EPF et la Banque des territoires, ça nous a donné une cartographie des besoins des collectivités sur le territoire. Et cette cartographie, finalement, nous a permis, et d'ailleurs, ça a été les premiers éléments du business plan de Brest Cité, ce sont été les premiers projets, justement, et les premiers besoins qui étaient portés par les collectivités. Donc, on est parti, pour le coup, on a eu cette chance de partir de besoins très pragmatiques du terrain exprimés par les collectivités au cours de ces appels à projets. Est-ce que, comme Jacques Gouffet, Isabelle Caron et Jérôme Chabert, vous direz, vous aussi, de votre côté, que finalement, l'échelon territorial s'impose d'une région à l'autre, d'un territoire à l'autre, selon celui qui est le plus dynamique et le plus actif pour porter des solutions à l'échelle de ce territoire? Bon, c'est vrai que est-ce que vous défendez une vision régionaliste des foncières? Non, je ne défends pas une vision régionaliste, mais c'est vrai que les besoins qui ont émergé à l'échelle du territoire étaient des besoins régionaux. Et on s'est aussi aperçu, et ça c'est un des grands sujets de la région Bretagne, c'est la question de la péréquation des territoires. Parce qu'évidemment, faire des projets en centre-Bretagne, ce n'est pas la même musique que de faire des projets sur la côte sud du Morbihan, par exemple. Donc, ça nous paraissait intéressant d'être capable de monter un outil qui soit capable de proposer une forme de péréquation, même si la question du bras de levier sur l'investissement privé après, finalement, a tendance à diminuer ou écraser un peu la possibilité de péréquation. Mais par contre, je voulais aussi ajouter, c'est que notre outil, il est complètement complémentaire aujourd'hui à tout ce qui peut émerger sur le terrain.
qui ressemble de près ou de loin à ce que M. Chabert a expliqué ou ce que Isabelle Caron a expliqué également. C'est-à-dire que Brest réfléchit aujourd'hui à une foncière commerce, mais avec une vision commerciale de ces rues commerciales, de ce plan de merchandising qu'elles veulent mettre en place. Nous, encore une fois, on est complémentaires de cela par une approche qui est plutôt une approche d'opérateur de centre-ville pour mener une opération immobilière, je ne vais pas dire unique, mais presque unique quand même, qui vient compléter un dispositif plus global. Et en ce sens, je pense que les approches, il n'y a pas de concurrence d'échelle, je ne pense pas. D'accord. Est-ce que l'on peut avoir une approche équilibrée dans l'ensemble des projets à l'échelle d'une région, une approche qui permettrait ainsi donc d'éviter un trop-plein commercial à certains endroits et donc une désaffection à d'autres? Est-ce que vous avez comment dirais-je, ce regard péréquateur en permanence dans la tête? Non, j'aurais pas cette prétention-là d'être capable de dire ça. Nous, ça a déjà été dit aussi par M. Chabert, ce qu'on va regarder, c'est s'assurer effectivement quand on va s'impliquer sur un projet que la collectivité, encore une fois, elle encourage bien sa dynamique du centre-ville, qu'elle ne va pas lancer un programme concurrentiel sur sa périphérie, par exemple. Mais chaque projet pris individuellement est tellement complexe à faire aboutir qu'on ne peut pas considérer qu'aujourd'hui on a une vision globale du commerce en Bretagne. Ça serait pas sérieux à mon avis. C'est déjà assez compliqué à l'échelle d'une ville. Donc on prend plutôt les projets, on prend plutôt les opérations projet par projet. Et encore une fois que les collectivités nous ont fait la démonstration de leur mise en mouvement sur la dynamique de revitalisation de leur centralité. Il me semble qu'il y a une vingtaine de projets, c'est ça, qui ont été traités Alors, il y a une vingtaine de projets qui ont été instruits jusqu'à ce jour. Voilà. Ouais, petit bilan. Donc, l'année 21 a été mise à profit pour investiguer les projets. Donc, des collectivités nous ont porté des projets et on a nous-mêmes pris des projets dans le panier des candidatures de l'appel à projets dont j'ai parlé longuement. On a instruit une vingtaine de projets. On a globalement rendu des avis plutôt favorables sur 5-6 projets aujourd'hui à date. Et là, on rentre dans la phase où finalement, il va falloir passer à la phase d'engagement. Et la phase d'engagement, elle est un petit peu plus complexe que ce qu'on avait imaginé au départ, puisque on a l'établissement public foncier qui est au capital de Brest Cité, et que pour des questions de parfaite transparence et d'équilibre des enjeux, notamment parce qu'on va acheter des fonciers très très peu chers, les collectivités lancent des appels à projets auxquels on va répondre. Et donc ça remet un petit peu de délai dans le processus d'engagement. Qu'est-ce qu'ils avaient je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de... Non, qu'est-ce qu'ils avaient les 14 autres projets qui leur ont empêché de franchir finalement l'étape d'être retenus? Est-ce qu'ils sont complètement oubliés ou est-ce que vous leur avez demandé de reproposer une copie en quelque sorte? Oui, alors on trouve un petit peu de tout, des projets qui n'étaient pas assez mûrs. Alors ça aussi, c'est un élément peut-être intéressant de retour d'expérience pour les collègues, c'est que c'est des outils qui ont des modèles économiques quand même assez sensibles et qu'on ne peut pas faire énormément d'ingénierie amont. Et donc nous, on demande que l'ingénierie amont des projets soit au maximum fait par les collectivités, ce qui d'ailleurs traduit assez bien, ça met assez bien en exergue si elles sont prêtes effectivement dans le cadre à soutenir cette redynamisation. Donc il y avait des projets qui n'étaient pas assez mûrs, manifestement pas assez mûrs, des programmations qui étaient non cohérentes ou incohérentes avec les statuts qu'on s'était donnés. On avait parfois la notion de centre-ville ou de centralité, elle peut être assez variable selon la personne à qui vous vous adressez. Donc on s'est aussi donné des espèces de règles de qu'est-ce que c'est qu'une centralité. Voilà, donc ça ne veut pas dire que ces projets sont complètement exclus, mais qu'ils devront peut-être être un peu retravaillés pour s'améliorer. Et puis malheureusement, je dirais, on va quand même être une société qui va dire plutôt plus souvent non que oui. Puisqu'on ne pourra pas s'engager on a prévu de s'engager sur une soixantaine de projets à peu près à terme. Ça veut dire qu'on ne pourra pas évidemment pas tout traiter.
Très bien. Il y aura des projets, comme l'a souligné M. Chabert, qui ne pourront se faire que parce que très publics ou que les déficits sont tels que qu'il n'y aura que la puissance publique qui va pouvoir les porter, par exemple. D'accord. Merci pour ces premières réponses. On retrouve Frédéric Gibert et Maya Sino pour avoir un certain nombre de questions des internautes. Alors, avant les questions, une petite réaction aux propos de Guillaume Dieuze. Juste pour rappeler que la Banque des Territoires accompagne les foncières sur l'ingénierie opérationnelle amont, pour tout ce qui est études capacitaires, études de marché, etc. Et même chose à travers un marché à bon de commande pour les collectivités de moins de 20 000 habitants. Et il faut s'adresser directement à les directions régionales pour mobiliser ces ingénieries. Le message est passé. Isabelle Caron va dire... Oui, juste pour répondre, rebondir sur les propos de Guillaume, puisque nous, on est confrontés effectivement à l'ingénierie amont. Et je pense que Guillaume parlait plutôt de tout ce qui était audit et préparation des dossiers avant présentation donc, à nos comités d'engagement, c'est-à-dire le sourcing, la recherche, les négociations avec les notaires, les propriétaires, faire les diags. Et ça, aujourd'hui, dans nos foncières, cette ingénierie-là, eh bien, il n'est pas valorisé. Donc, il est internalisé dans nos SEM jusqu'au moment où on ne pourra peut-être plus. Et donc, effectivement, la Banque des Territoires nous accompagne dans tout ce qui est création et opportunités de foncières. Mais l'ingénierie en amont, pour l'instant, on est un peu seul au monde. Très bien. Alors, pardon, je me suis mal exprimé. Il y a effectivement l'accompagnement de la Banque des Territoires sur la structuration de la foncière, ce que vous venez d'exprimer, mais également sur les études techniques pour les années 2021 et 2022, pour la préparation de vos dossiers en AMO, par exemple sur la constitution des dossiers de financement pour le fonds de restructuration des locaux d'activité, etc. etc. Rapidement, parce que non, Isabelle Bonneau-Join qui m'ont... C'est super chouette. Voilà. C'est super chouette parce que fin 2022, fin 2021, on n'avait pas l'info et on commençait effectivement à avoir des problèmes. Ok, bon, nous voilà rassurés. Maya, oui. Guillaume Dieuze, allez-y, sur ce point. Oui, mais en juste 10 secondes. Une question remarque en 10 secondes. Dire effectivement que nous, je pense que toutes les foncières rencontrent la même problématique, c'est la question des flux financiers publics vers des opérateurs privés qui sont une vraie difficulté. Et on a vu que des seuls modèles aujourd'hui qui tient la route, c'est le modèle concessif. Mais on ne peut pas faire des concessions pour des petites collectivités qui ont zéro moyen interne. Ça ne marche pas. Donc là, il y a des travaux qu'on amorce sur des micro-concessions qu'il faut regarder de près. Et deuxième point, le seul aujourd'hui élément de subvention qui vient, c'est sur les SEM, c'est le FRLA, donc Fonds de revitalisation des locaux d'activité. Et donc nous, on a monté des dossiers pour des subventions d'1 million d'euros. On vient d'avoir le résultat de la NCT, donc on a capté 600 000 euros qui vont nous permettre d'améliorer les bilans de nos opérations engagées. Maya Sino. Oui. Comment Brest Cité s'articule avec les autres EPL existantes dans la région ? Alors aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Beaucoup sont en émergence. Alors il y en a une sur Rennes, mais sur Rennes, nous, on n'a pas vocation à aller. On a un très grand territoire en dehors des métropoles dont on doit s'occuper, donc qui nous convient tout à fait largement. Aujourd'hui, il n'y a pas, encore une fois, pas énormément d'opérateurs. Et quand ils existeront, je pense qu'on va vraiment viser à la complémentarité, parce qu'on ne vise pas tout à fait le même, on n'a pas tout à fait le même objet social. Les opérateurs de villes ou de grandes villes ou de villes moyennes se rapprochent plus de ce qu'a décrit Isabelle Caron tout à l'heure, par exemple. J'enchaîne. Quel type de partenariat financier avec la collectivité ? Eh bien, très compliqué. Très compliqué. Alors, on peut discuter de la valeur des fonciers. Voilà, donc d'où les appels à projets, certains appels à projets qui vont être lancés auxquels on va répondre. À part cela, une fois qu'on a appliqué les règles des minimis, il ne reste plus grand-chose. Donc la valorisation financière, on peut parler d'espace public, parfois un peu autour des projets, mais c'est très, très limité. Et donc, il y a des travaux en cours pour essayer de faciliter ces flux-là.
Est-ce qu'on a le temps Oui, pour oui, d'autres oui. questions? Oui. Une petite Alors, question encore, oui. Alors, une petite, je cherche. Quel partenariat avec l'établissement public foncier? Alors, on a deux types de partenariats. D'abord, un partenariat qui est capitalistique au sein de Brest-Cité, puisqu'ils sont actionnaires de Brest-Cité, donc siègent dans les différents comités techniques d'instruction de dossier, comités d'engagement, comités stratégiques. Et puis, un partenariat, pour le coup, qui est beaucoup plus opérationnel. L'idée, c'est d'essayer de proposer aux collectivités un continuum, c'est-à-dire, premièrement, un portage foncier par l'EPF, et puis ensuite une sortie de ce foncier sur un programme que Brest-Cité pourrait porter. Et par ailleurs, ils ont une connaissance du territoire, une finesse de connaissance du territoire qui est très très fine justement, et qui est très intéressante pour nous et très riche dans nos comités. Une dernière ? Allez, Allez. une dernière pour la route. Quel lien entre la foncière et la concession? Est-ce que cela permet d'avoir la main sur les prix de vente du foncier ou l'immobilier? Alors, on a certains programmes pour lesquels on a conseillé justement dans les cadres de nos travaux d'investigation dossier, on a conseillé aux collectivités de les lancer dans le cadre de concessions. Et ça a déjà été dit par M. Chabert également. C'est parce que le déficit, il est tellement élevé de l'opération qu'il n'y a que ce vecteur-là, juridique et contractuel, pour pouvoir faire venir beaucoup d'argent public sur le périmètre concerné. Donc, la collectivité va lancer une concession à laquelle va répondre Brest-Cité et ou Saint-Blaise, on ne sait pas bien encore en fonction du périmètre, peut-être les deux ou peut-être l'une ou l'autre, je ne sais pas. Ensuite, Brest-Cité interviendra comme d'un opérateur sur la concession. Donc c'est le seul moyen aujourd'hui qu'on ait trouvé pour faire venir des flux financiers importants. Merci Guillaume Dieuze pour toutes ces précisions. On s'était engagé à rendre l'antenne en quelque sorte ou à terminer ce premier rendez-vous de cet après-midi à 15h03. Il est 15h03, on est parfait. Merci beaucoup Isabelle Caron, Jérôme Gouffet, Jacques Chabert et Guillaume Dieuze pour tous vos éclairages et on enchaîne. On va enchaîner avec le deuxième temps de cet après-midi au Hub des territoires, dont l'intitulé est Montage d'opérations. Et Isabelle Bonneau-Join de la Banque des territoires va passer à la question. Michael Seban, qui est là, qui est fondateur du groupe Seban, donc avocat, Magali Vernier, directrice de l'action territoriale à SEMA-Est, et Jacques Chabert sera Jérôme Chabert, beaucoup de VAD sera aussi en direct et en lien avec vous. Je vous passe le micro, Isabelle, merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphane, merci aux intervenants de cette première table ronde qui a été très dense. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais peut-être qu'il y en a certaines qu'on va pouvoir aborder à l'occasion de ce nouvel atelier. Merci d'avoir introduit et présenté les intervenants à cette table ronde. Alors, je ne sais pas si Jérôme Chabert a pu se reconnecter. Il a eu quelques difficultés. Est-ce qu'il est avec nous? Non. Eh bien, on va pouvoir de suite donner la parole à Michael Seban, que je remercie particulièrement d'être avec nous cet après-midi, qui est donc le fondateur du groupe Seban, oui, et qui a mis en place un partenariat assez exemplaire avec VAD. Et on souhaitait que vous puissiez nous présenter effectivement ce que vous avez construit ensemble et en quoi c'est particulièrement intéressant pour les territoires sur lesquels vous intervenez. D'accord, bonjour et merci Isabelle de l'invitation. Je ne suis pas avocat comme ça a été présenté. Donc Michael Seban, groupe Seban, c'est une foncière d'immobilier commercial que j'ai fondée il y a maintenant 6 ans avec mon épouse. Donc c'est une foncière familiale et on a à peu près 130 actifs dans toute la France, mais uniquement les centres-villes. On n'a pas de périphérie, pas de centres commerciaux, pas de ZAC, on fait que du centre-ville. Donc on a développé une certaine expertise. Pour compléter, je n'ai rien créé sur Toulon, on est venu me chercher et celui qui a créé, c'est Jacques Michaélian. À Toulon, il y a plusieurs années, le maire de Toulon, Hubert Falco et M. Jacques Michaélian, qui est maintenant décédé, ont eu une idée. Ils ont eu l'idée de créer la rue des Arts. Toulon est une ville extraordinaire sur laquelle il y a eu un travail fort, comme Jérôme a pu le présenter tout à l'heure. Il y a des quartiers entiers, il y a des rues qui étaient à créer.
Jacques Mikaélian a eu l'idée de faire battre le cœur de ville par la rue des Arts. C'est un concept qu'on a breveté, dans lequel VAR Aménagement a fait une maîtrise foncière de 21 locaux sur une place qui s'appelle la place de l'Équerre et sur la rue Pierre-Sémard, et qui ont acheté presque tous les locaux, on va dire 1 sur 2, voire 2 sur 3, pour acheter, faire des travaux, et grâce au tissu local, faire remonter des projets très diversifiés qui sont autour de l'art. Donc il y a des galeries d'art dans la rue des Arts. C'est un projet qui est ouvert, qui fonctionne, qui a souffert pendant le Covid, mais qui fonctionne. Il y a à peu près 25 concepts. Il y a un tout petit peu de gastronomie, mais c'est surtout basé autour de l'art, des musées. Et c'est quelque chose qui vit et que nous renforçons. Donc ça, c'est la rue des Arts. Ils sont venus, la Banque des Territoires, et je les remercie, par l'intermédiaire de Thierry Bazin, est venu chercher le groupe Seban pour trouver une personne à l'échelle locale. Donc moi, mon siège est à Aix-en-Provence, mais on investit beaucoup dans la région sud-est. Et M. Bazin cherchait quelqu'un avec une capacité d'acheter des locaux, comme la foncière, de les développer, de les gérer, mais aussi de l'animer. Et du coup, nous avons pris, je le répète, la suite de M. Mikaélian, qui avait fait un travail extraordinaire. Et on a créé ensemble maintenant ce système, 25 locaux. Pour rentrer dans le détail, je ne sais pas si M. Chabert appréciera, mais c'est voilà, 330 000 euros de loyer à peu près. Mais sur ces loyers, nous avons en plus un budget d'animation que nous prenons sur nos fonds personnels pour animer la rue. Donc on a à peu près, pas rentrer dans le détail, mais des budgets d'animation qui sont assez importants, dans lesquels on fait des expositions photographiques, on fait des animations, on met plein de décorations, on met des radios, on fait des interviews, on fait un journal, on fait des expositions, et c'est une rue qui vit. Et pour continuer sur cette société, c'est quoi? C'est une société privée-publique. Groupe Seban, 51%, la Banque des Territoires, 34%, et VAR Aménagement, Développement, 15%. Et je vais vous parler du projet qu'on a créé ensemble, sur lequel cette fois je suis acteur. Cet outil, qui est unique ou pas, je ne sais pas, comme disait M. Dieuze, on n'a pas du tout, avec cette structure, la vocation de travailler tout le centre-ville. Nous, on intervient uniquement sur une petite partie qui a été délimitée par la rue des Arts, la place de l'Équerre et 2 autres axes que je vais vous indiquer. L'idée de cette structure, c'est qu'ensemble, public et privé, on peut faire des choses quand le public l'accepte et quand le privé a cette intention de travailler le bien commun. C'est-à-dire que, encore une fois, nous ne pouvons intervenir, groupe Seban, qu'après une vision forte, et c'est ce que M. Chabert a dit, c'est qu'après un travail musclé, fort, d'envergure, sur des années. C'est-à-dire, je ne serais pas capable d'arriver sur un territoire vierge et de dire on va faire une foncière et de monter quelque chose. Donc, avec Cenovia, avec VAD, avec toutes ces structures, il est nécessaire que d'abord il y ait une volonté politique, comme disait Jérôme, et qu'il y ait une réalisation, que tout l'espace commun soit prêt pour que nous intervenions. Et encore une fois, la rue des Arts, c'est, pour schématiser, 1 euro investi pour l'acquisition, 1 euro investi pour les travaux, et des loyers extrêmement faibles, corrects, je vais dire, pour pouvoir accueillir cette fois des artisans. Donc, je le répète, nous ne pouvons intervenir qu'après un gros travail. Et là, le privé, quand il y a cette intention, quand il y a cette volonté de le faire, on peut créer quelque chose. Monsieur Falco, dans nos discussions, pour moi, c'est une référence, sans parler de bord politique, de ce qu'il a fait à Toulon. Il a insufflé quelque chose, on arrive, et on s'est dit, la rue des Arts, c'est bien, la place de l'Équerre, c'est bien. Je n'ai pas fait avancer les slides, mais je vais vous montrer un tout petit peu. La forme de la structure, pour l'instant, c'est une SCI, au capital que je vous ai présenté. Mais ça, c'est quelque chose avec les conseils de banque des territoires que nous allons peut-être faire évoluer. Mais pour l'instant, c'est une SCI avec 25 actifs. J'essaye de faire avancer. Je vais y arriver. Ouais. Ça y est, voilà. Donc là, on voit la rue des Arts avec tous les concepts et la place de l'Équerre. Et l'idée avec M. Falco, c'était de ne pas s'arrêter là. C'est-à-dire qu'on a fait la place de l'Équerre, la rue des Arts, et maintenant l'idée pour laquelle nous, on intervient fortement, c'est la rue d'Astour. La rue d'Astour, c'est le prolongement qui réunit
la rue des Arts, mais la rue commerçante de Toulon, l'une des rues commerçantes mass market de Toulon, c'est la rue d'Alger. Et il se trouve qu'il y a une toute petite portion de rue qui s'appelle la rue d'Astour, qui relie les halles alimentaires qui viennent d'ouvrir sous l'impulsion de VAR Aménagement et de la Banque des Territoires. C'est les halles Biltoki. Et il se trouve qu'il y a une toute petite partie qui s'appelle la rue d'Astour, dans laquelle il y a 12 commerces. Ces 12 commerces sont vides. Vous y allez, il y a 6 mois, c'était assez inquiétant, il n'y avait rien. Et progressivement, nous les avons presque tous rachetés. C'est en cours, on est en train de les racheter. La stratégie, c'est quoi? C'est que tous ces propriétaires privés ont une rue avec aucun locataire. Vous savez que la valeur d'un commerce, c'est la plupart du temps le locataire qu'on met dedans et on fait une capitalisation sur le loyer. Là, les vendeurs ne voulaient pas vendre. Pourquoi? Parce que le prix que n'importe qui aurait pu offrir, c'est des queues de cerises. C'est rien du tout parce que la rue, je le redis, est vide. Notre idée, c'est justement d'acheter toute la rue et de travailler les locomotives commerciales. VAD a fait un travail extraordinaire. Cet angle que vous voyez en haut à droite, c'était une ancienne galerie commerçante avec peut-être 12 ou 13 commerces. VAD a fait le portage, VAD a évincé, et nous, avec ESD et Kersemar Développement, la structure qu'on a, la SCI, on la rachète. Et du coup, notre stratégie, je le redis, sur cette petite rue, c'est de faire comme tous les projets de commerce. En périphérie, on est capable de créer un centre commercial sur un champ de patates. On se dit pourquoi, dans une belle ville comme Toulon ou dans des belles villes que vous pouvez représenter, pourquoi on ne pourrait pas faire pareil? Et cet outil, ce sont les locomotives. C'est utiliser les mêmes outils qu'on peut utiliser pour des centres commerciaux en centre-ville. Et là, on a mis de part et d'autre de la rue d'Astour des grosses surfaces. On a 450 mètres développés au début, 300 mètres de l'autre côté, et on a défini un mix merchandising qui est moyen haut de gamme. Avec le groupe Seban, on a décidé d'exploiter nous-mêmes une franchise qui est King Jouet, à la volonté du maire. Donc mon groupe fait aussi de l'exploitation. Et du coup, on essaye de donner une cohérence. Quand on croit à un projet, on va jusqu'à l'exploitation. Et si on met une locomotive comme King Jouet, à côté, j'avais déjà un gros local sur lequel je mets une très grosse société. De l'autre côté, on a encore une locomotive qu'on est en train de commercialiser. On s'aperçoit que les enseignes qui cherchent des emplacements, qui cherchent du développement, qui cherchent des nouveaux vecteurs de développement, viennent. Sur les 12 locaux dont nous avons la maîtrise foncière, on est ou propriétaire, ou on fait des baux amphithéotiques avec les propriétaires un peu récalcitrants, on a à peu près pour l'instant la moitié, voire les 2/3 qui sont déjà loués. Le pari n'est pas gagné, il n'y a pas de satisfecit, mais l'idée, encore une fois, c'est qu'ensemble, avec la mairie s'est occupée de tout ce qui est propreté, sécurité, parce qu'il est évident que nous, on ne peut intervenir que sur un endroit qui est pacifié. Toulon, il y a quelques années, c'est plus le même. C'est comme la pub Club Med ou Pierre et Vacances. C'est l'image qu'on avait de Toulon. Je fais venir les enseignes à Toulon, c'est gagné. Quand les gens viennent à Toulon, ils se rendent compte de comment ça a évolué. Pourquoi? Parce que c'est propre, parce qu'il y a des travaux, comme l'a dit Jérôme, sur plus de 6000 sites entrepris, la propreté, la sécurité. Donc le travail est déjà fait et nous, on crée ça par les locomotives. Donc la rue d'Astour, normalement, on croise les doigts, c'est pour une ouverture en octobre 2022. C'est 12 commerces. Et aussi, pour densifier l'environnement, on en rachète 11 autres qui sont tout autour. Voilà. Donc au final, ça fait une quarantaine de commerces, une continuité et un outil où le privé a sa place. Et je le redis, le privé a sa place parce que le travail a été fait. Et il y a une synergie, et je remercie la Banque des Territoires. La Banque des Territoires nous emmène aussi une extrême... le mot venant, une prudence souvent, mais gage de sécurité et de sérieux auprès des banques. Parce que pour l'instant, on a la CECAS. Pas pour l'instant, on a la CECAS. C'est la Caisse d'épargne qui nous accompagne et on les remercie. Mais c'est vrai que la Banque des dépôts, grâce à eux, on a cette sécurité. Après, il y a plein de détails que je ne sais pas s'il faut évoquer. Mais en tout cas, voilà, on a réussi à créer un mix entre le public, le privé, les banques qui viennent nous financer, pour créer quelque chose qui, oui, pour l'instant, est un vrai challenge, est un vrai pari, mais qui, pour rendez-vous en 2024 sur Toulon, et vous nous direz ce que vous en pensez. Voilà. Merci beaucoup. Alors, ce qui est extrêmement intéressant dans l'exemple que vous venez de développer, et nous, on y est très attachés dans le cadre du réseau national sur les foncières de redynamisation, c'est de donner à voir sur les différentes formes
que peuvent prendre ces foncières. Et là, on a un exemple qui est extrêmement intéressant avec l'intervention de VAD, qui est donc une SEM d'aménagement, qui, dans le cadre de la concession d'aménagement, a accès aux différents locaux et qu'il revend derrière à une foncière en faisant le choix d'aller chercher un professionnel plutôt que de développer ses propres compétences. Il ne s'agit pas d'opposer les montages entre eux, il s'agit de donner à voir dans cet atelier sur effectivement la pertinence des différentes formes. Est-ce que Jérôme Chabert est pour compléter, Isabelle, on fait les deux, c'est-à-dire que cette rue, si on avait attendu les préemptions, on n'y serait pas arrivé. Très vrai, très vrai. Du coup, on est allé les chercher un par un, il a fallu les trouver. Il y a des gens qui ne savaient même pas qu'ils étaient propriétaires de ça, des gens qui ne connaissaient même pas leur immeuble, et des gens qui disaient on ne vendra jamais parce que ça ne vaut rien. Donc effectivement, on a proposé un prix qui était plutôt intéressant, mais je le redis, la valorisation se fait par l'ensemble, se fait par le projet. Un par un, chaque local ne valait rien. Dans l'entièreté, on peut offrir un peu plus, et on espère créer de la valeur dans un projet qui est très global. Est-ce que Jérôme Chabert a pu se reconnecter avec nous? Non. Ok, parfait. Donc il s'excuse, il a quelques soucis techniques, mais on va pouvoir continuer. Est-ce qu'il y a des questions? Maya? Oui, il y en a énormément. Alors, je vais essayer de choisir. Est-ce que les arrivées d'enseignes rue d'Astour sont des nouveautés pour le territoire, ou est-ce qu'on a un transfert d'autres quartiers ou de polarité commerciale? Monsieur le maire a donné ses prérequis et on suit les volontés de la mairie. Personnellement, je suis ravi d'avoir pris la franchise Kingsway. C'est peut-être pas la plus rentable, mais c'est la plus sexy, et c'est aussi, et là j'ai un message à faire passer, c'est que je réfléchis avec le groupe Seban à différentes villes, et je pense que suite au Covid, il y a beaucoup d'enseignes qui réfléchissent leur concept pour justement repénétrer les centres-villes. On a une expérience de commercialisation, c'est comme ça que j'ai commencé. Les enseignes, Toulon est l'exemple parfait. La périphérie est extrêmement forte à Toulon. Les enseignes veulent aller dans le centre-ville, dans la périphérie. Et maintenant, suite Covid, beaucoup d'enseignes réfléchissent à des formats centre-ville, beaucoup plus petits, avec une offre plus modérée, avec moins d'employés, avec des locaux plus jolis. Ils réfléchissent à ça. Et justement, pour faire... si on élargit un peu l'idée, je trouve que dans cette idée, peut-être, je travaille beaucoup aussi sur Marseille, peut-être bientôt sur Salon de Provence, sur Aix-en-Provence aussi. Et si on avait cette boîte à outils, si on utilise ce même concept avec du privé, que par exemple, Boulanger réinvestit les centres-villes, Decathlon avec des formules plus petites, Bricorama, on a ces enseignes. Donc on peut faire de la complémentarité. On n'a pas besoin d'aller déshabiller une partie d'un centre-ville pour le rhabiller. Il y a des nouvelles enseignes, des enseignes pas que nouvelles, mais là on en emmène certaines nouvelles, qui viennent avec des nouveaux concepts qui n'existent pas dans le centre-ville, mais qui viennent compléter l'offre. Tous les centres-villes rêvent d'avoir du bricolage. Toulon, avec tous les travaux qu'on vous a dit, il n'y a pas une grande surface de bricolage en centre-ville. Et quand je dis grande, ce serait peut-être 300 mètres carrés. Donc VAR Aménagement est très sensible à ça. Le sport, beaucoup de maires que je vois rêvent d'avoir une belle surface de sport, mais on sait tous que quand on a envie de faire quelque chose, on va chez Decathlon en périphérie. Alors maintenant, les choses changent avec la mobilité douce. On a envie peut-être de vendre des vélos. Il y a peut-être des formules qui font 300 mètres carrés où on vend que des trottinettes électriques, des rollers, plein de choses comme ça. Mais ensemble, il existe un mouvement qui s'initie. J'aimerais, et ça c'est un vœu pieux, créer une boîte à outils avec les enseignes que je connais bien, de dire à 10 enseignes, venez dans nos centres-villes avec un format centre-ville, on va vous offrir des surfaces avec des loyers modérés. Et la clé avec VAD, c'est qu'on dérisque les enseignes. Comment on dérisque les enseignes? C'est dans ce que je vous ai dit. 1 euro investi pour l'acquisition, 1 euro investi pour les travaux. Si on dit demain, Kingsway, je suis l'opérateur, mais on va prendre un autre. Si on dit demain à Darty, vous venez chez moi, mais vous allez payer un loyer marché, vous allez faire tous les travaux et vous allez prendre des risques, eh bien, ils auront tout intérêt à aller dans quelque chose qui est fait, facile et qui ne prenne aucun risque. C'est la gestion du risque. Nous, dans la structure qu'on a mis en place, et je le redis, grâce beaucoup à la Banque des Territoires, on a une structuration longue et justement, on peut offrir des travaux. Je vais exploiter une coque sur laquelle VAD a fait beaucoup de travaux. Je vais en faire, mais la proportion est peut-être différente que dans d'autres cas un peu classiques
où on est sur des axes plutôt classiques. Donc c'est en fait dérisquer les enseignes, et là, on verra avec la charmante personne qui est à ma droite, la chose complètement différente, parce que moi je parle d'enseignes, mais il y a également les petits porteurs. C'est vrai qu'on a la possibilité de faire des loyers modérés, accessibles, je parle d'enseignes, mais on a aussi des porteurs de projets. La rue des Arts, c'est que ça, c'est 25 personnes qui ont créé des concepts. Maya, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il y en a énormément. Est-ce une volonté d'ouvrir tous les commerces en même temps en octobre? Est-ce que c'est pour la réussite commerciale du projet? C'est comme un centre commercial. C'est-à-dire qu'octobre, c'est la grosse image qu'on s'est mis. On n'y arrivera pas, mais on fera comme si. Il y en aura un ou deux qui ne seront pas prêts, je le sais déjà, mais on va tout faire pour en tout cas. La clé, c'est le merchandising ou merchandisage, c'est que vraiment on apporte quelque chose. Les enseignes, elles viennent quand il y a un flux. Et ce flux, pour que ce soit un succès, si on ouvre par phase 2022, 2023, 2024, ça va être poussif, ça ne marchera pas. Donc on a 2 locaux qui sont prêts, on en a d'autres qui ne sont pas du tout prêts. Il faut que le lancement, parce qu'il va s'associer aussi à une campagne de communication, de publicité, d'inauguration, pour que ce soit lancé. Les Halles Biltoki, ça a été extraordinaire, ça a été un lancement. Les Toulonnais sont même surpris. Les Toulonnais redécouvrent leur ville. Et je pense que ce qui se passe à Toulon peut se passer dans beaucoup d'endroits. À une échelle plus réduite, je suis en contact avec la mairie de Marseille, avec Rebecca Bernardi, une adjointe à la mairie de Marseille, qui a une vision sur la rue de Rome et sur le bac Canebière. Eh bien, je partage la sienne. Pour l'instant, on n'a pas créé de SEM en commun. Avec la Banque des Territoires, on réfléchit à ça. Mais j'attends pas que ça se fasse. J'ai investi dans 3 immeubles sur Canebière, peut-être plusieurs sur la rue de Rome, parce que c'est des axes qui ont du potentiel. La rue d'Astour, c'était rien, et ça a un vrai potentiel qui est du bon sens. Rue d'Alger, la mairie ouvre les halles et la petite portion qui la réunit. Donc avec du bon sens et des volontés politiques et d'enseigne, on peut faire bouger les lignes. Beaucoup d'enthousiasme en tout cas. Maya, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, peut-être on a le temps pour une dernière. Oui, bien sûr. Comment avez-vous géré les locaux commerciaux en rez-de-chaussée et du coup les logements à l'étage? Comment ça s'est passé? Alors, la plupart du temps, dans la SCI ESD et Kersemar Développement, nous n'avons que les commerces. Et VAD s'est chargé de trouver d'autres interlocuteurs pour gérer les étages. De façon anecdotique, nous avons 2 immeubles en entier, mais ce n'est pas notre métier premier. On est venu nous chercher avec ESD et Kersemar Développement uniquement pour les commerces. Et VAR Aménagement a beaucoup de partenaires. Et c'est là où ils sont forts aussi, c'est-à-dire qu'ils peuvent mettre des résidences de tourisme, de l'hôtellerie, des crèches. Il y a une multi-usage. Et ça, je sais que dans les villes, c'est aussi la clé. Moi, j'interviens à un tout petit niveau sur une rue, sur le commerce, mais on est un partenaire d'acteurs qui fait qu'ensemble, et le privé a aussi des bonnes intentions, on peut apporter quelque chose, mais dans une mixité d'activités. Est-ce qu'on a encore le temps? Une dernière question alors. Allez, une dernière. Y a-t-il eu un effet levier sur les autres rues du centre-ville? Et moi, j'ajouterais, est-ce que vous avez vu une différence sur le parcours marchand? On a déjà la phase 3 en cours, qui est un autre axe qui n'est pas très loin. Et le parcours marchand, oui, c'est frappant. On n'a pas ouvert, les travaux sont en cours, quelques enseignes sont affichées, mais je ne veux pas rentrer dans le détail. Et les Toulonnais s'approprient la chose. De toute façon, ça devient un axe qui est passant pour aller aux Halles. Pas de satisfecit, c'est pas gagné du tout, mais le flux, il est peut-être x3 par rapport à avant. C'était une partie de la ville qui était délaissée, c'est le bas de la rue d'Alger qui donne vers le port. Et déjà, les gens s'émerveillent de voir les façades. Ils comprennent qu'il se passe quelque chose. Et encore une fois, on investit beaucoup dans ces commerces. Je le dis, l'une des clés, c'est arriver à mettre beaucoup d'argent dans les travaux pour aussi donner envie aux Toulonnais d'aller dans le centre-ville et pas d'aller en périphérie, pour qu'il y ait des belles enseignes, des beaux locaux, une sécurité parfaite, une propreté irréprochable, tout un mix, une signalisation. Elle est déjà prête, la signalisation. Et tout ça, ça se fait, on arrive aussi après un travail qui a été fait. Merci beaucoup, Michael. Je propose de rester là. Peut-être que nous aurons d'autres questions après l'intervention de Magali Vernier. Et vraiment, je la remercie
tout particulièrement d'être présente avec nous. Magali est directrice de l'action territoriale à la CEMA-Est. Et la CEMA-Est, ce n'est pas n'importe quelle maison, dans l'économie mixte en tous les cas. Et quand on parle de foncière de redynamisation, on a là une société qui a été précurseur et qui, depuis près de 20 ans maintenant, intervient pour la revitalisation commerciale de la ville de Paris. Donc merci beaucoup Magali d'être là pour partager sur votre retour d'expérience qui est très riche et qui pourra être élargi puisque depuis, vous avez développé aussi une action qui permet d'accompagner des collectivités locales. Merci beaucoup. Et effectivement, alors c'est toujours compliqué. Deux choses sont compliquées. La première, c'est d'intervenir en fin d'atelier à l'heure de la sieste, donc j'espère pouvoir réveiller un petit peu. La deuxième chose, c'est de parler de Paris, parce que bien évidemment, Paris, on dit que c'est différent du reste de la France. Or, on avait juste les mêmes problèmes. Je vais vous expliquer ce qu'a fait la CEMA-Est et finalement, ce qui a fait qu'on a pu faire après du transfert de savoir-faire et de l'accompagnement d'autres opérateurs, puisqu'il y a 20 ans qu'on s'est heurté aux mêmes problèmes de commerce de tout le monde, manque de commerce de proximité, développement du commerce de gros. Et je vous assure qu'on n'intervient pas aux Champs-Élysées, mais plutôt à la Goutte d'Or ou dans des endroits difficiles. En gros, si le public intervient, c'est que le privé n'est pas en possibilité d'y aller. Et donc, on est là effectivement pour aller dans une politique publique que je vais vous expliquer. Alors, nous sommes opérateurs de commerce de proximité et on est l'opérateur historique. C'est-à-dire qu'on a inventé, je dirais, il y a 20 ans, la problématique commerciale qui, à l'époque, n'était pas du tout un sujet de politique publique, parce qu'on se disait, mais qu'est-ce que l'argent public va donc faire dans le commerce, jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est vraiment un service au public. Et on a créé la première foncière de commerce en 2013. La différence avec ce qui a été indiqué jusqu'ici, c'est qu'on a une chaîne de compétences intégrée, avec aussi bien les études, etc., tout ce qui est acquisition-cession, Isabelle en parlait effectivement, tout le côté amont, veille foncière, négociation, mais aussi l'aménagement des locaux. Donc par rapport à ce que disait Michael, nous on intervient aussi pour rénover les locaux et les finaliser, c'est-à-dire qu'on va louer des locaux complètement aménagés, les plus finalisés possibles, commercialiser, gérer, faire de l'animation commerciale et donc intervenir à la fois en acquisition, préemption de locaux, via, et je vais vous en parler, il y a une question tout à l'heure sur concessions et foncières, à la fois via des concessions et via des foncières. On fait aussi la gestion en bail amphithéotique pour, par exemple, des bailleurs sociaux, pour avoir une masse critique suffisante. On fait de la programmation et on intervient en mandat pour des bailleurs privés ou publics. Et on travaille en appui aux collectivités et aux OPL. Donc, quelque chose d'important, c'est qu'on est à la fois en concession avec des avances remboursables et en fonds propres via la foncière. Et vous allez voir, en fait, on a inventé quelque chose qui a disparu et réapparu grâce à la Fédération des EPL, qui est la concession de redynamisation et qui est un peu la solution. Et je réponds à ça à Guillaume Dieuset qui disait comment on fait pour financer les concessions. Il y a aussi un nouveau modèle de concession dont je vais vous parler. Donc on a 600 à 700 boutiques qui sont soit à nous, soit gérées par nous, soit, je dirais maîtrisées par renoncement à la préemption en signant des protocoles d'affectation. Donc il y a des tas de façons de maîtriser et d'orienter le commerce, avec aussi bien de l'artisanat. Alors c'est effectivement pas des grandes enseignes, parce que le principe, nous on pense que les grandes enseignes n'ont pas forcément besoin d'argent public, et qu'on préfère réserver l'argent public avant tout aux commerçants indépendants, aux artisans, aux porteurs de projets locaux. Mais ça, c'est une vision de service public. Et donc, on intervient effectivement de la façon suivante. Une contractualisation avec finalement les quartiers, les concessions qu'on a appelées Vital Quartier, puis le contrat Paris Commerce, qui sont des contrats de revitalisation artisanale et commerciale. Et donc, c'est une concession d'aménagement sans aménagement. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'acheter le foncier de l'ensemble de l'immeuble, de l'ensemble de l'opération, des espaces publics. On va juste acheter, sur avance remboursable, les rez-de-chaussée. Et il va falloir motiver cette préemption par un problème de vacances, de banalisation, de monoactivité. Donc, il faut des PLU solides, des bons documents d'urbanisme bien motivés, et puis une partie en amiable. Et on ne va pas acheter l'immeuble, on va juste acheter le rez-de-chaussée. Et ce rez-de-chaussée, donc on va le rénover et on va donc commercialiser avec des activités conformes aux orientations de la ville,
sur des avances remboursables. Donc ce n'est pas notre argent, ce sont des avances remboursables de la ville qui va, je dirais, rémunérer la SEM pour ça. Donc on va avoir ce financement de la collectivité pour faire cette activité de commercialisation, de gestion. On va faire aussi du management commercial et on est aussi rémunéré pour cette opération d'animation. On fait de la digitalisation, on fait de la communication, on va aider les commerçants dans leur démarche, on va porter le commerce et on va le revendre en priorité aux commerçants occupants avec un loyer, avec un prix fixé d'avance ou un investisseur sous clause d'affectation ou, et c'est là qu'intervient la foncière, à notre foncière qui est une foncière finalement patrimoniale qui va faire de la défaisance. Mais toute la partie finalement travaux, elle n'est pas portée par la foncière, elle est portée par la concession préalable, qui sont donc des concessions d'aménagement sans aménagement. Ce contrat de revitalisation qui avait disparu et qui vient d'être réintroduit dans la loi grâce à la Fédération des EPL, la loi 3DS, qui est donc l'article 110 du Code de l'urbanisme de la loi, qui permet d'avoir des concessions de redynamisation artisanale et commerciale. On fait aussi de la gestion en bail amphithéotique, notamment des locaux artisanaux ou autres, donc 18 ans. Ça nous permet effectivement de travailler sur des sites compliqués, comme des locaux artisanaux, patrimoniaux. À la Goutte d'Or, par exemple, on est intervenu en site NPNRU, compliqué, politique de la ville, avec un contrat avec 21 bailleurs différents pour prendre systématiquement en bail amphithéotique tous les rez-de-chaussée pour avoir une cohérence de commercialisation. Donc vous voyez que là, ce n'est pas des endroits faciles. On est sur de la dentelle, on va acheter dans le diffus, on ne va pas acheter toute une rue, on va acheter 10 à 15% d'un endroit pour faire finalement créer de la commercialité et faire un effet de levier sur l'initiative privée. Donc on fonctionne la main dans la main avec les commerçants qui nous demandent de venir pour, d'ailleurs on a la chambre de commerce, la chambre des métiers dans notre capitale, pour vraiment créer de la commercialité de cette façon-là. Donc voilà des exemples, des commerces de proximité. Alors on a des chartes de façade pour avoir une qualité de présentation. On accompagne nos commerçants dans leur parcours, on a beaucoup de préparation. Tout un travail sur les librairies. On est très commerce culturel parce que c'est des commerces pas rentables. Donc là où par principe la collectivité publique a une plus-value, donc c'est une notion de service public, faible rentabilité mais intervention publique. On va faire de l'économie sociale et solidaire. Donc là aussi, dans tous les quartiers où c'est important de garder de l'alimentation de qualité, par exemple, ou voilà, les légumes moches, l'anti-gaspi. On va faire de l'artisanat, notamment dans des ensembles artisanaux précis où ça va être forcément des locaux plus chers à réaliser et moins chers à louer. Donc, un modèle économique qui n'est pas terrible, mais dans lequel il faudra une péréquation avec d'autres locaux, forcément. Des locaux gérés en bail amphithéotique, alors la fameuse poissonnerie. Tout le monde veut toujours une poissonnerie, mais personne près de chez soi, donc c'est assez difficile. Là, le comptoir Sodate, c'est une ancienne de chez Chanel, donc qui fait de l'épicerie portugaise, qui sont les nouvelles épiceries italiennes. En bas, vous avez monsieur qui vend des tissus ethniques à la Goutte d'Or pour monter en gamme, mais sans perdre le caractère spécifique du quartier. Donc, on essaie de travailler vraiment de façon précise. Là, vous avez des testeurs de commerce, des boutiques éphémères, où on accompagne le parcours commerçant résidentiel de nos porteurs de projets, de l'animation du management commercial, avec des guides d'accueil, des concertations, des labels, des parcours touristiques. Et notre fameuse foncière, sur laquelle je voudrais finir, qui est vraiment une foncière patrimoniale, donc qui intervient en aval des concessions, c'est-à-dire qu'elle va racheter les locaux déjà rénovés par des concessions d'aménagement. Et elle permet aussi, bien sûr, de maintenir des commerçants dans lesquels il n'y a pas besoin de travaux. Donc cette foncière, elle est créée depuis 2013 avec la Banque des Territoires. Et par exemple, là, elle vient de s'être recapitalisée pour racheter des locaux en sortie de concessions d'aménagement, dont les librairies, que la ville de Paris ne veut pas laisser dans le domaine privé parce qu'on est sûr que ça repartirait en spéculation et que les libraires ne tiendraient pas. Donc on le garde dans le patrimoine public, dans la foncière. Donc ça n'est pas une foncière de redynamisation au sens classique du terme où finalement les travaux sont portés par la foncière, ce qui accroît les déficits. Finalement, le déficit qui existe toujours, il est bien en amont, comme disait Guillaume Dieuze, comme disait le patron de VAD aussi, sauf que ce n'est pas dans une concession d'aménagement, c'est une concession de revitalisation qui ne porte que sur les rez-de-chaussée. Ça permet d'intervenir dans des endroits où il n'y a pas de foncier disponible,
où il n'y a pas d'opération urbaine, mais où il y a tout un tas de commerçants diffus, déqualifiés, de vacances, de difficultés, donc qui est propre, je dirais, pas seulement évidemment à la ville de Paris, mais à toutes les villes qui ont un tissu de rez-de-chaussée déqualifié, difficile, mais dans lesquelles on n'envisage pas forcément de faire 6 000 logements. Donc voilà, ce qu'on essaye de porter comme projet, c'est qu'effectivement, on est bien sur des opérations à vocation publique, on fait de la dentelle, encore une fois, quelque chose qui est vraiment sur le rez-de-chaussée pur. On intervient par plusieurs leviers. Le côté concessif, le côté foncier, la gestion bail emphytéotique, l'animation, pour apporter une rémunération à la SEM, à sa foncière, qui va pouvoir comme ça s'équilibrer. On intervient désormais aussi, donc, comme disait Isabelle, en transfert de savoir-faire et en accompagnement sur pas mal de villes. Alors en Ile-de-France, parce que c'est notre écosystème, mais on a la chance d'intervenir partout. On a accompagné le montage de la foncière de la SEMPI à Brest, qu'on aime bien. On a aussi travaillé avec Guillaume Dieuze en amont pour faire tout je dirais, le diagnostic dans toute la Bretagne de tous les centres-bourgs dont il a parlé. On travaille à Avignon en ce moment, on travaille à Saint-Brieuc, on est sur un certain nombre d'autres villes et on accompagne par exemple des SEM, beaucoup la Sorgem de l'Essonne, etc., la Codevam à Colombes, qui ont ces projets de foncières ou d'opérations d'intervention au sens large, parce qu'on croit effectivement aux EPL, on croit au réseau, et c'est pour ça qu'on est là en tant que participant au réseau des foncières. Merci beaucoup Magali. Alors c'est vrai que l'exemple de la CMAS, il est extrêmement intéressant, mais comme l'exemple de VAD, parce que là on est sur deux sociétés qui ont inscrit leur action dans la durée. Et donc forcément, si je prends l'exemple de Cenovia qui a créé sa foncière en décembre dernier, on commence à écrire une feuille de route. Et c'est vrai que les retours d'expérience de VAD et de la CMS sont extrêmement enrichissants. Peut-être une petite question avant de voir s'il y a des questions de la part des internautes. Préciser, si c'est possible, Magali, l'articulation entre la CMAEST et sa foncière. Je le dis d'autant plus que, en fait, depuis le début de notre atelier de ce jour, on a plusieurs questions sur effectivement comment on fait la passerelle entre une concession d'aménagement ou là, puisque vous le citiez, les CRAC et les foncières. Je pense que pour beaucoup, cette passerelle, elle n'est pas immédiate et ça mérite d'être explicité un petit peu. Ok, je cherchais la slide correspondante. Ça sera plus facile de le remettre là. Voilà. En fait, on a une foncière qui est une filiale de la CMAEST. Donc la CMAEST, c'est elle qui va finalement porter toutes les concessions de revitalisation et qui va faire la gestion en bail emphytéotique. On a créé cette filiale, donc au départ, effectivement, en filiale de défaisance. Donc on a la majorité des parts de cette filiale avec la Banque des Territoires qui a les autres, le reste. Et on a donc, et la foncière a confié à la CMAEST un mandat de commercialisation et un mandat de gestion. Donc on est opérateur de la foncière. Ça veut dire qu'on intervient, nos commercialisateurs, nos gestionnaires, ils interviennent en interne pour les opérations concessives et ils interviennent également pour le compte de la foncière, dont on fait aussi la gestion administrative et financière. Donc en gros, la foncière, c'est un peu une coquille vide, mais elle a donc un pacte d'actionnaires spécifique, différent de celui de la CMAEST, avec des orientations spécifiques et avec effectivement des mandats qui sont confiés. Très classiquement, c'est une SAS. Elle vient d'être recapitalisée récemment et donc elle est faite, comme toutes les foncières, pour porter des locaux avant cession avec des mandats confiés à la CMAEST. Merci beaucoup Magali. Ça me donne l'occasion en fait de vous rappeler que sur la plateforme de la Banque des Territoires et sur les pages dédiées au réseau national des foncières de redynamisation, vous avez des fiches explicatives sur les différentes formes de structuration des foncières qui rappellent qu'une SEM peut développer des activités foncières au sein de son périmètre, dans le cadre de son objet social. Ça peut être l'occasion aussi de créer une filiale comme cela vient d'être décrit par Magali, comme ça a été aussi le cas avec Cenovia. Et puis vous avez aussi des SEM qui se créent en tant que telles avec une activité de foncière de redynamisation. Et on a eu l'occasion déjà d'accueillir un certain nombre d'entre elles dans le tour de table. Frédéric, je vois que tu as pris le micro, tu voulais intervenir.
Non, c'est juste qu'il y a plein de questions. Eh ben, on y va alors. On Alors, attaque plein les de questions techniques autour de la question des loyers, sur le niveau des loyers. Est-ce que les loyers sont progressifs, indexés sur le chiffre d'affaires? Est-ce que c'est des loyers de marché ou pas des loyers de marché? Enfin voilà, ensemble de questions sur les loyers. Ok. Alors d'abord, ça ne peut pas être des loyers qui ne soient pas dans le marché, parce que pour deux raisons. D'abord, on doit rester dans un cadre de concurrence. Hein. On est dans le code du commerce. Et ensuite, parce que financièrement, on ne s'en sortirait pas avec des loyers associatifs. Mais par contre, on est en fourchette basse, c'est difficile à dire, en fourchette basse du marché. Et évidemment, ça va être des conditions locatives favorables, c'est-à-dire pas de droit au bail, des franchises souvent d'installation, et puis, encore une fois, des locaux préaménagés qui ont des facilités d'installation. Et puis, je dirais tout un côté accompagnement, animation. Après, on peut avoir des loyers progressifs, on peut avoir des loyers par palier, mais le problème du loyer par palier, c'est que monter la deuxième marche, il y a toujours une bonne raison de ne pas le faire. Le commerçant a toujours une difficulté lors de la deuxième année. On a aussi des loyers avec des fixes plus un pourcentage sur le chiffre d'affaires, mais il faut que le commerçant accepte de donner son chiffre d'affaires. Donc, en fait, on est vraiment des gestionnaires de commerce et on négocie de façon très fine les échéanciers locatifs, les dettes, les difficultés, les contentieux, c'est une activité de façon précise. Et c'est pas, encore une fois, il n'y a pas de subvention, on ne va pas faire des prix qui vont casser le marché sous prétexte qu'on est un service public. On est un opérateur et un opérateur de droit privé. Peut-être, Michael, en complément, quelle est votre stratégie en matière de loyer? Non, je rejoins ce que disait Magali, c'est que on est obligé de rester sur les fourchettes basses. La rue des Arts, le plus gros loyer, si les locataires écoutent, mais c'est peut-être 1 000 euros par mois, c'est 700 euros par mois. Ce sont des tout petits loyers parce qu'encore une fois, sur la rue des Arts, ils ne peuvent pas supporter autre chose. On n'a pas essayé d'indexer sur le chiffre d'affaires parce que ça aurait été un peu compliqué à mettre en place. Et sur la rue d'Astour, qui elle a une vision plus moyen haut de gamme, on est sur des loyers mais c'est des petites surfaces, hein, on est sur des loyers deux fois plus importants. Mais on fait très très attention à toujours rester sur cette fourchette basse. Et par contre, on se refuse aussi à faire... Nous, d'abord, il y a un actionnaire privé que je suis, et on a des comptes à rendre. La Banque des Territoires est extrêmement claire, on a des business plans à suivre, mais le loyer, c'est pas le principal problème. Les exploitants, ils diront toujours que c'est trop cher de toute façon. Mais arriver à créer quelque chose, ce que fait la CMAEST avec les travaux, on a vu des exemples de très belles boutiques, c'est un travail qui n'est pas toujours valorisé, mais c'est un travail qui est énorme derrière. On apporte quelque chose d'autre en plus. Et oui, pour les franchises de loyer, notre financement ne nous permet pas de faire du variable pur. J'aurais aimé faire venir des enseignes en variable pur. Quand tout à l'heure je parlais de dérisquer, sauf que c'est compliqué de se faire financer avec juste des potentiels de variable pure. Merci beaucoup. Maya ou Frédéric? Alors, il y a une question concernant l'intervention en copropriété. Enfin, la personne qui pose la question, intervenez-vous en copropriété? Dans ce cas-là, comment ça se passe pour la qualité des immeubles? On n'intervient que en copropriété, quasiment, puisqu'on achète les rez-de-chaussée, ou on gère les rez-de-chaussée quand on fait du bail emphytéotique. Donc, par principe, on participe aux AG de copropriété. On a toutes ces difficultés qui vont avec, hein, effectivement, toute la gestion. Donc, c'est plus lourd en matière de frais de personnel, déjà. C'est plus complexe, mais c'est tout le principe. C'est que, et même quand on fait de la gestion en bail emphytéotique, on demande une division en volume préalable pour pouvoir gérer. Et je dirais, le centre-ville, ça n'est que de la copropriété. On a rarement des mono-investisseurs. Ou alors, c'est de la galerie commerciale et ce n'est pas notre cas. Donc, ça fait partie du modèle. C'est pour ça qu'on a des niveaux, des pourcentages des frais de commercialisation et de gestion qui sont plus élevés que ceux que va avoir un gestionnaire de locaux d'activité en zone périphérique ou de tertiaire. Mais ça fait partie du modèle, bien sûr. Y a-t-il des clauses anti-spéculatives pour les acquéreurs de commerce? Alors, quand on cède des commerces, d'abord, on va essayer de les céder en priorité aux locataires occupants. Donc ça, par principe, dès qu'on a un portage, on a un modèle dès le départ de niveau de plus-value,
où l'idée, c'est qu'on ne va pas forcément revendre le plus cher, on va revendre, puisqu'on contractualise au départ, on a un bilan, on va essayer de revendre avec un objectif de plus-value. Mais on n'est pas là pour faire monter les prix, on est là pour maintenir les commerçants. Encore une fois, on n'est pas là, encore une fois, même pour apporter des clients aux commerçants, mais pour apporter des commerçants aux habitants. Donc, on va essayer systématiquement de maintenir le commerçant en place, le cas échéant, éventuellement, en gardant ce local dans la foncière et sans le revendre, si on n'arrive pas à le revendre à quelqu'un qui va pouvoir l'acheter à prix correct, ou si le commerçant qu'on veut installer n'est pas capable, n'a pas les épaules pour l'acheter. Tout l'intérêt de la foncière, c'est d'être finalement ceinture et bretelle et de pouvoir finalement porter encore un peu plus les locaux si le commerçant occupant n'est pas en mesure de le racheter. Alors là, c'est une question dont je prends l'initiative parce qu'on a deux personnes expérimentées sur le sujet. Comment intervenez-vous en animation commerciale? Parce qu'aujourd'hui, on a très peu de foncières, très peu d'opérateurs de foncières qui sont dotés de ces compétences. Et je pense que ça mérite un petit éclairage. C'est un peu ce que je disais, c'est que nous, on a un budget, c'est pour la rue, c'est 60 000 €, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est 60 000 € à l'année, dans laquelle on a une personne, on a une agence qui est dédiée, et dans lequel on fait des assemblées, on fait des réunions peut-être tous les 2 mois avec tous les locataires, d'abord pour partager avec eux le programme de l'année, toutes les animations qu'on va mettre en place. Mais oui, c'est le privé qui s'en occupe, en lien aussi avec la mairie, pour qu'on puisse rentrer dans un programme de festivités. Nous, la rue sur laquelle il y a ce budget d'animation, il y aura un gros budget d'animation pour l'ouverture pour la rue d'Astour, mais c'est la rue des Arts, donc c'est véritablement des expositions. On a 24 emplacements dans la rue, 24 spots où on peut faire 3 fois l'année des expositions. Donc il y a des fournisseurs de contenu qui sont avec nous, où on a des affichages partout, on décore les rues comme beaucoup d'endroits. Et c'est un budget supplémentaire qui n'est pas pris sur les loyers. Les locataires ne pourraient pas, du moins je parle juste dans la rue des Arts, les locataires ne pourraient pas supporter le coût d'une animation en plus d'un loyer. Donc ça, c'est la structure, c'est la SCI-ESD qui porte dans le plan de financement, il est prévu, j'ai dit le montant, versus le loyer que j'avais annoncé tout à l'heure, donc ça reste une grosse partie, c'est pas loin de 25% du budget qui est lié à l'animation pour faire vivre le projet, pour pas s'arrêter là. Voilà. Donc, en complément, pour nous, comme je l'ai indiqué, l'animation, c'est aussi le service rendu qui va justifier finalement la rémunération de la CMS du contrat par la collectivité, puisque on est tenu effectivement de respecter le Code des marchés publics et les directives européennes qui demandent effectivement à ce qu'il n'y ait pas une subvention, mais une rémunération. Donc cette rémunération, c'est à la fois un loyer qui peut être contraint, mais c'est aussi la prestation d'animation. Elle se fait aux commerçants, proprement dit, avec notamment la digitalisation. On a des opérations, un commerçant, un étudiant, avec des jeunes qui viennent former à la digitalisation systématiquement. On a une plateforme, on a un accompagnement de chaque commerçant, notamment pour les démarches Covid, qu'on a beaucoup aidé, beaucoup accompagné. Mais on ne se substitue pas aux associations de commerçants, dont c'est le boulot, et on va intervenir commerçant par commerçant pour les aider, y compris ceux qui ne sont pas nos locataires. C'est un peu la différence, c'est-à-dire qu'on va aller au-delà de notre propre parc immobilier pour accompagner les commerçants. Dernière question. Ah oui, oui. Alors, on a des exemples métropolitains, on a plusieurs questions. Est-ce que ce sont des modèles qui sont reproductibles dans les villes moyennes et en territoires ruraux? Et c'est aussi une interpellation sur les études que vous menez sur d'autres types de villes. Alors ma réponse, elle va être comme d'habitude. Oui et non, ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on a effectivement les mêmes cas de figure. Quand je vous parle de Brest, on est très proche. On a effectivement le même modèle qui est développé. On est en train de travailler sur Avignon en ce moment. On bosse dans l'Essonne sur un niveau de pluriactivité. On accompagne la SEBLL Lorraine à Sarreguemines. Donc, il y a des endroits, en fonction du potentiel, en fonction de l'étude, où on va pouvoir effectivement avoir ce type de modèle. Mais parfois, et ça a été évoqué, on est dans des endroits plus ruraux, à une échelle plus compliquée, où ne serait-ce que la revente du local n'est pas possible. Et j'insiste là-dessus, une partie
une partie du modèle économique, c'est pas seulement l'exploitation, mais c'est la revente à la plus-value. C'est ce que disait Guillaume Dieuset tout à l'heure. Quand on est dans les centres-bourgs, ou dans tous les cas, le dernier commerce du village ne trouvera pas preneur, il est clair que ça ne peut pas être une opération de portage rémunératrice, c'est une opération public-public et pas public-privé, parce qu'à ce moment-là, c'est une notion d'intérêt général et pas une notion d'exploitation commerciale. Donc, il faut qu'il y ait un minimum de chalandise, de potentiel. Et la foncière, elle ne va pas inventer les porteurs de projets, mais elle va fluidifier, faciliter le marché et, je dirais, remettre sur le marché des locaux qui étaient plus commercialisables. Donc, elle va travailler sur le foncier, comme son nom l'indique. Mais elle ne peut pas fonctionner seule. Elle fonctionne aussi avec les villes qui vont faire tout ce travail d'amélioration de l'attractivité, de sourcing de projets. Donc, c'est bien un outil qui doit correspondre à tout un éventail, comme ça a été indiqué plusieurs fois. Et on s'inscrit dans cette démarche, cette boîte à outils générale. Parfait. On peut prendre encore une dernière question avant la conclusion et la fin de cet atelier, Frédéric. Alors, je vais faire une double question. Alors, quels sont les facteurs Tu es clés gourmand, Frédéric, dans le timing. Quels sont les facteurs clés de succès donc d'une foncière et existe-t-il des exemples tels que les vôtres, mais dans des cadres de SPL? Et sinon, pourquoi? Alors, des facteurs de réussite, encore une fois, ça va être l'existence d'une commercialité ou d'une chalandise suffisante. C'est là où le premier atelier qui parlait d'échelle pertinente revient. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait suffisamment de clientèle pour faire vivre le commerce. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas non plus inventer quand elle n'existe pas. Ça, c'est la première chose. Après, on peut toujours travailler sur les locaux, abaisser les prix, retravailler l'offre, revoir effectivement ce qui peut être fait. Mais la demande, à un moment ou à un autre, elle ne peut pas être artificielle. Et là, elle doit quand même provenir du territoire. La question sur les SPL, oui, il y a des projets effectivement de SPL, de diversification, mais on va se retrouver très vite bloqué par le problème financier. C'est-à-dire que quand on va avoir un besoin d'investissement lourd, parce qu'on a parlé des travaux, mais parfois il y a aussi des coûts d'éviction. Quand on va par exemple vouloir faire muter des commerces existants qui ont des problèmes, eh ben, parfois il va falloir aussi demander des coûts de transfert ou d'éviction à des commerçants. Il va y avoir pas mal de frais annexes qui vont parfois grossir l'ensemble du portefeuille, qui fait que, je dirais, on n'est pas par hasard ici à la Banque des Territoires et que, vous le savez mieux que nous, avoir des filiales, ça permet d'avoir un effet démultiplicateur et avec 1 million d'euros, pouvoir effectivement intervenir sur 4 millions. C'est-à-dire qu'il y a quand même un effet entre les emprunts et le co-investissement qui fait que la notion de filiale est aujourd'hui plus favorable quand on vise un investissement massif. Et là aussi, la loi 3DS nous aide, puisque, merci la Fédération des EPL, on a amélioré la gouvernance rapprochée des filiales par les élus, puisqu'il y a un article qui a été introduit et porté par la Fédé, qui permet désormais de protéger les élus et de leur permettre d'être à l'Assemblée générale des filiales et pas seulement des SEM. Et donc, je pense que ça sera aussi un moyen et un vecteur de développement des filiales de SEM. Pour juste sur la première partie de la question, j'ai envie de penser, je ne l'ai pas fait, mais je l'ai en projet sur une petite ville du sud-est de la France. Un maire m'a demandé comment redynamiser son centre, donc je suis allé le voir. Je connaissais pas très bien la ville, toute petite ville, la mairie, une allée et des commerces. Donc évidemment, là, on parle plus de locaux, on parle pas de la rue des Arts, on parle pas de franchise, on parle pas de succursales. Et je crois que dans ces villes-bourgs, ces petites villes, il y a un travail à faire. Je ne sais pas auprès de qui. Moi, je vais essayer sur cette ville de le faire. Je lui ai demandé où allez-vous déjeuner, monsieur le maire? Il m'a montré où il allait déjeuner. Un petit restaurant qui n'était pas dans la rue principale, qui n'avait pas de terrasse. On a la chance d'être dans le sud-est, il fait tout le temps beau. J'étais un peu surpris et je lui ai dit, mais quand vous avez des dîners d'affaires, quand vous recevez des clients, mais je vais en périphérie. Pour moi, dans ces villes, qui sont des toutes petites villes, je le redis, il y a encore un travail à faire de dérisquer. Dérisquer, je le redis, c'est à chaque fois mon mot. Hein, Je lui ai dit à monsieur le maire, venez, on essaye. En face de votre mairie, vous avez un laboratoire d'analyse. Vous avez une banque, une assurance. Vous avez 20 mètres de linéaire de vitrine avec une commercialité qui est moyenne. Je lui dis, essayons d'acheter des murs, essayons de faire des travaux et de faire 2 brasseries.
de 150 mètres carrés chacune, plus 50 mètres de cuisine, plus une extraction, plus un droit de terrasse, plus on est dans le sud des petites guirlandes qui font joli. Je le redis, du 1 pour 1, on achète 1, on fait 1 de travaux. Et vous verrez qu'une fois qu'on aura fait ça ensemble, à l'échelle de ma société, je peux le faire, donc je vais essayer de le faire, on va créer les conditions de faire venir les porteurs de projets. Je ne connais pas qui va le louer, mais à partir du moment où on va créer sur une ville qui n'accueille pas de restaurants, je ne parle pas de restaurants gastronomiques ni quoi que ce soit, mais de restaurants sympathiques, chaleureux, comme on peut voir dans le sud-est, j'ai l'intime conviction que nous aurons beaucoup de personnes, un peu ce que vous faites, c'est-à-dire vous créez les conditions, et après vous avez les porteurs de projets qui viennent à vous. Mais si vous allez dire à une personne qui habite cette ville-là, que je ne veux pas citer pour l'instant, mais vous allez lui dire, allez investir 200 000 € pour les murs, trouvez le financement, allez investir 150 000 € pour les travaux, le portage, allez recruter pour un projet à 600 000 €, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et donc, avec ce monsieur le maire, on réfléchit à juste faire 2 restaurants à côte, un droit de terrasse de 150 mètres, une terrasse exceptionnelle, un boulanger, un primeur, on mettra du bio, on mettra quelque chose qui va parfaitement dans le territoire. Et là, on aura peut-être déjà créé le début de quelque chose. C'est ce que vous disiez, c'est la juste proportion, c'est de la dentelle. On ne va pas arriver avec des gros sabots et prétendre faire quelque chose. Je lui ai dit avec monsieur le maire, travaillons juste ces 20 mètres linéaires, donnons quelque chose, créons quelque chose, et peut-être qu'après, c'est ce qu'on espère, tout le reste va suivre. Donc même dans les petites municipalités qui ne savent pas comment s'y prendre, ce travail de dérisquer le porteur de projet, alors par contre, là où moi je fais différemment, et je le dis assez à l'aise, je ne fais pas comme vous, je ne vends pas les murs. Ce serait encore mieux de faire ça. Moi après, je prends tout le risque et c'est une foncière long terme. Donc je garde les murs de commerce. Mais votre formule est encore plus pertinente. Maintenant, à savoir qui porte le risque. Dans mon cas, j'ai déjà dit les choses depuis le début. C'est je vais prendre un risque, je vais créer les conditions, et puis la route est longue. Mais voilà, pour l'échelle, je pense que même dans les toutes petites villes, il est possible de faire des projets bien dimensionnés, la dimension du projet. Merci beaucoup, Michael. Merci encore, Magali. Je vais poser la question, Frédéric, des clés de succès de ces foncières de redynamisation. C'est d'abord une volonté politique d'intervenir sur son territoire et après on trouve des solutions en mobilisant les bons acteurs, que ce soit des acteurs publics, des acteurs privés via les acteurs de l'économie mixte ou encore plus privés avec des partenaires comme le groupe Seban. L'enjeu de ce réseau national, c'est de donner à voir sur les différentes possibilités qui sont les vôtres pour effectivement intervenir et renforcer l'attractivité de votre territoire. Donc j'espère que cet atelier, ce nouvel atelier aujourd'hui, a répondu à vos attentes. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous le 17 juin prochain pour un 5e atelier où on prendra le temps de rentrer sur quelques montages innovants, donc toujours avec la volonté d'être très pratique, très opérationnel. Donc un focus sur des montages qui justement permettent d'aller trouver des solutions, notamment quand il y a des difficultés d'équilibre dans le modèle économique. On aura aussi l'occasion de revenir sur la partie préopérationnelle. Beaucoup de questions aujourd'hui ont été posées sur comment justement arriver à favoriser les études préopérationnelles, parce qu'on sait que c'est elles qui permettent souvent après de rentrer dans une phase plus concrète. Donc on pourra développer ce point-là avec vous, et je pense qu'on demandera aussi à la fédération, si elle le veut bien, de faire un point d'actualité sur la loi 3DS, puisque on le sait, un certain nombre d'articles impactent les EPL et notamment impactent la structuration des filiales des EPL. Il me reste à remercier très chaleureusement l'ensemble des parties prenantes qui ont fait de cet atelier un succès. D'abord vous, les internautes, qui êtes présents et fidèles dans la durée. Donc merci beaucoup de votre attention. Un merci particulier évidemment à l'ensemble des participants qui ont pris le temps non seulement d'être là aujourd'hui pour échanger, pour nous faire part de leur expérience, pour répondre à vos questions, mais aussi temps de préparation des ateliers avec un certain nombre de réunions un peu techniques pour bien se caler en amont. Donc un grand merci. Un merci aussi particulier à toute l'équipe qui prépare
ces ateliers, que ce soit la Fédération des élus des entreprises publiques locales qui sont vraiment partie prenante de la dynamique, les équipes de la Banque des territoires avec une spéciale dédicace pour Frédéric qui était présent avec nous et Maya pour ce rôle de modérateur qui est indispensable. Un merci aussi à la CET qui nous accompagne pour les différents contenus de ces ateliers et notamment pour les différentes notes qui sont à votre disposition sur les pages de la Banque des territoires dédiées au réseau national. D'ores et déjà, le rendez-vous le 17 juin, je l'ai dit, normalement le lien a dû être mis dans le chat pour que vous puissiez vous inscrire. On vous attend nombreux et vous allez recevoir dans les prochains jours le replay de cet atelier si vous étiez inscrit. Alors n'hésitez pas à le partager et je vous donne rendez-vous donc très bientôt en juin en vous remerciant de nouveau toutes et tous de votre attention.